Donc bonjour à tous. Donc merci de nous accueillir aujourd'hui pour cette petite formation bassin. Donc le but c'est un petit peu de venir un petit peu dégrossir avec vous ce qu'est un bassin, comment on réalise un bassin, comment on l'entretient. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes ici qui ont déjà des notions un peu sur des bassins. Donc quelques chiffres donc par rapport à la présence des bassins dans les jardins, dans nos jardins en France. Donc il faut savoir qu'il y a moins de 10% des jardins qui sont équipés d'un bassin d'agrément, donc ce qui est vraiment très très peu. Parce que quand je dis moins de 10%, on est plutôt sur 7-8%. Donc on est vraiment très très loin des moyennes européennes, parce que quand on regarde un petit peu ce qui se fait chez nos voisins, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, en Angleterre, on est à plus de 30%. Donc on a vraiment beaucoup de retard aujourd'hui dans le monde du bassin. Il y a vraiment encore beaucoup à faire pour apporter beaucoup de bassins dans les... Ça marche pas. Donc pour vous, qu'est-ce que c'est un bassin, en gros? Oui, oui, bien sûr. Ça vous évoque quoi un bassin dans un jardin, dans le fait d'avoir un bassin, ça vous évoque quoi? Oui, bien sûr. De biodiversité aussi. Parce que ça va attirer beaucoup dans les jardins, ça va attirer aussi bien, bon, il y aura les poissons bien sûr, ça va attirer les libellules, ça peut attirer les grenouilles, ça peut... Les moustiques, s'il y a des poissons, normalement, il n'y en aura pas. Forcément, il y a de l'eau. Ils se font manger après. Ça apporte de la nourriture pour les poissons. Ça peut attirer également des hérons, parce que s'il y a des poissons, forcément les hérons vont venir. Donc ça, c'est un petit peu ça peut être un petit peu le point délicat quand on a un bassin avec pas mal de poissons. Ça peut attirer des hérons et d'autres oiseaux également. Ça peut attirer, en été, on va avoir beaucoup d'insectes qui vont venir s'abreuver dans les bassins. Toute une biodiversité au niveau du jardin. Donc les différents types de bassins. Donc on a vraiment... il y a trois grands types de... Il y a plusieurs grands types de bassins. Bon, déjà, le bassin de base, c'est donc les bassins à plantes. Donc le but premier d'un bassin, ce sera déjà apporter des plantes, on aura vraiment toute une diversité au niveau des végétaux, que ce soit les nénuphars, que ce soit les plantes oxygénantes, que ce soit les plantes à fleurs, comme les iris, il y a vraiment beaucoup de types de plantes qu'on peut utiliser dans les bassins. On ne mettra pas les mêmes types de plantes suivant la profondeur d'eau. Parce qu'il y a des plantes qui vont demander, comme un nénuphar, elles vont demander d'avoir 50-60 cm d'eau minimum par-dessus le pot, alors qu'il y a certaines plantes, il faudra vraiment de l'eau jusqu'à la limite du pot, mais pas trop les immerger. Suivant le type de plante, on ne les mettra pas de la même manière. Donc ensuite, on aura donc les bassins à poissons. Donc quand je dis poisson, c'est plutôt petits poissons, poissons rouges, éventuellement poissons de rivière, comme tu disais. Donc ça peut se mettre également, éventuellement. Après, faire attention quand on met des poissons de rivière, qu'on les mélange avec du poisson rouge. Le poisson de rivière est porteur de maladies, pas développé, et que le poisson rouge, qui est un peu plus faible, on va dire, va développer ce type de maladie. Donc il faut vraiment faire attention quand on mélange des poissons de rivière aux poissons d'ornement, par rapport à tous ces problèmes de maladie. Et le fait que vous fassiez deux types différents, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir un bassin à poissons qui soit aussi un bassin à plantes? Si, bien sûr. Si. En fait, c'est la filtration qui... C'est la filtration après qui va changer. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est le point suivant. Quand on fait des bassins à coille, c'est très délicat de mélanger carpe-coille et plantes. Parce que la carpe-coille, ça peut devenir très très gros. Une carpe-coille, ça peut faire jusqu'à presque 1 mètre de long. Donc ça fait beaucoup de dégâts. Si on met des plantes en panier, les carpes, une carpe comme ça, dès qu'elle arrive pas loin du panier, elle a vite fait de renverser le panier. Donc il faut vraiment faire attention par rapport à ce type de poisson. Et en plus, les carpe-coilles auront tendance à beaucoup manger les plantes. Par exemple, si vous mettez un nénuphar dans le fond du bassin, au fur et à mesure qu'il va pousser, les carpes vont le manger. Donc c'est un petit peu compliqué de lier plantes et carpe-coille. Donc c'est pour ça que souvent on fait une zone, comme on voit ici, toute une zone avec la partie coille. Et après on peut faire une partie lagune séparée du bassin avec les plantes pour compléter la filtration. Donc ça permet vraiment d'avoir les plantes avec les carpe-coille, mais séparées, pour éviter que les carpes mangent tout. Et je voudrais rajouter qu'il y a un autre type de bassin maintenant qui commence à rentrer beaucoup dans les mœurs, c'est le bassin de baignade. Je vais y venir. Donc après on a juste le bassin tout simple, on va avoir un bassin, c'est minéral avec un bruit d'eau, ça peut être une petite fontaine, ça peut être juste une petite cascade de l'eau qui ruisselle sur un caillou, ça c'est autre chose. On aura toujours le petit côté bruit d'eau, fraîcheur en été qui peut être agréable, mais là on n'aura vraiment aucune vie, aucune végétation, aucun poisson, rien du tout.
Donc ça, c'est encore un type de bassin complètement différent. Il faudra vraiment s'adapter au jardin. On va vraiment mettre ça plutôt dans des jardins plutôt modernes, une maison assez moderne. Oui. J'ai encore une question. Je vais avoir des questions. Non, mais allez-y, il n'y a pas de problème. Dans la diapo précédente, en fait, du coup, les différents types de bassins et le dernier col, moi j'avais l'impression en voyant le déroulé que quand c'était col, c'était un plus gros bassin. C'est plutôt du plus gros bassin. Bon, on y viendra après par rapport au volume des bassins. Carpe-coille, il faut vraiment minimum 5-6 mètres cubes pour pouvoir mettre de la carpe-coille. Et c'est surtout également au niveau de la profondeur. On n'aura pas la même profondeur suivant si on a un bassin à plante. Là, il n'y a pas de minimum de profondeur. Par contre, pour les poissons rouges de carpe-coille, poissons rouges, on aura une certaine profondeur. Carpe-coille, il faudra encore plus profond parce que elles sont assez grosses. Et donc, il faudra garder, donc la profondeur va donc garder la fraîcheur en été. Plus le bassin sera profond, plus l'eau au fond restera fraîche. Et pareil en hiver, plus il sera profond, plus le poisson ira se caler au fond et il se protégera par rapport au froid, même si ça fait quelques années qu'on n'a pas de froid. Il faut quand même prévoir qu'un jour ou l'autre on pourra avoir du froid. Mais surtout aujourd'hui les coups de chaud où on cherche vraiment à garder la fraîcheur. Mais ça on abordera un petit peu plus tard. Là ça peut être une lame d'eau, ça peut être différentes choses parce qu'après on a également les bassins, les fontaines et jeux d'eau. Donc ça, c'est encore autre chose. Bon, après, ça se ressemble un petit peu, mais on est sur des pompes un peu différentes par rapport au type de bassin. Là, on peut, par exemple, quand on est par exemple sur les bruits d'eau, on peut faire un bassin complètement minéral, on ne verra même pas l'eau. On aura juste, par exemple, l'eau qui va couler sur un caillou, et tout le reste, on ne va même pas voir l'eau en dessous, on mettra un réservoir, on aura honte. Alors qu'ici, on peut avoir de l'eau apparente, on peut mettre un jet d'eau, on peut mettre vraiment différents types de jets. Ça apportera on aura le bruit de l'eau et la fraîcheur de l'eau, mais on n'aura aucune plante. Aucune plante, aucun poisson. Et donc le dernier type de bassin, ce sera le bassin de baignade. Donc le bassin de baignade, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. On ne sera pas du tout sur on va parler bassin de baignade ou piscine écologique. L'avantage de ce style de piscine, on sera donc sur des filtrations complètement biologiques, complètement naturelles. Donc quand on se baigne dans un bassin comme ça, on aura plutôt l'impression de se baigner dans la rivière. Et on n'aura pas le problème de filtration au chlore ou au sel qui fait qu'on a une eau transformée, alors que là on est vraiment sur une eau complètement naturelle. Morgane, si tu veux dire quelque chose sur la piscine. Non, mais en fait, de plus en plus, il y a notamment des communes qui commencent justement à s'y mettre. Notamment à Beaune, ils ont fait un bassin de baignade. Et en fait, on s'est rendu compte que le chlore, le sel apportent beaucoup de problèmes de peau. Et c'est pour ça que de plus en plus de gens veulent se mettre à la baignade naturelle, sachant qu'il est possible, dans certains cas, qu'une piscine traditionnelle, donc par exemple au chlore ou au sel, peut être transformée en baignade naturelle. Donc je pense que vous allez en entendre parler de plus en plus dans les années à venir. Par rapport à une piscine classique qui est transformée, on va bien sûr modifier la filtration. On va également casser pour apporter une petite zone de lagunage pour mettre des plantes, pouvoir compléter la filtration de manière naturelle. Et l'avantage d'un bassin écologique, c'est vraiment décoratif toute l'année. Contrairement à une piscine qui souvent on met un abri dessus ou un volet, quelque chose, c'est pas très décoratif en hiver ou au printemps, alors que là on est vraiment sur quelque chose qui est décoratif vraiment toute l'année. Vous avez des questions par rapport à ça pour l'instant, non? Après, n'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. Autrement, à la fin, on pourra échanger par rapport à tout ce que j'aurais pu vous dire. Donc, comme je vous le disais précédemment, donc par rapport au bassin, on va donc pouvoir apporter de la biodiversité dans les jardins. Donc, de par les poissons, déjà. Ça, c'est déjà la base des bassins. Parce que bien souvent, la plupart du temps, lorsque les gens veulent un bassin, c'est pour avoir du poisson. Souvent du poisson rouge, mais encore majoritairement c'est la carpe-coille, parce que c'est vrai que quand on met des carpes dans un bassin, c'est vrai qu'on les achète grosses comme ça, elles finissent grosses comme ça. On arrive limite à les apprivoiser parce qu'au bout d'un moment, on met la main dans l'eau, elles viennent, on arrive à les caresser. Quand on les nourrit, elles nous reconnaissent, elles arrivent, elles savent qu'on arrive pour les nourrir. C'est vraiment quelque chose qui est sympa, les carpe-coille. On peut mettre également des esturgeons. L'esturgeon aussi, un poisson assez sympa, mais assez fragile. Donc c'est plus compliqué après en bassin. Et on y viendra un petit peu plus tard par rapport aux esturgeons, mais là il faut vraiment du volume et une eau qui reste très très fraîche. Parce que s'il fait très chaud, avec les étés qu'on a, on a des eaux qui montent en température. Donc plus l'eau monte en température, moins on aura d'oxygène dans l'eau. Et l'esturgeon, c'est un poisson qui est très sensible au manque d'oxygène et qui peut mourir assez facilement. Donc il faut vraiment apporter des systèmes d'aérateurs, de la profondeur, tout ce qu'il faut pour vraiment arriver à conserver son esturgeon. Ensuite, par rapport au bassin, donc on va donc apporter beaucoup de plantes.
Donc il y a vraiment toute une diversité au niveau des plantes, comme je le disais, donc que ce soit les nénuphars, les lotus, les jacinthes d'eau, les laitues d'eau, les iris, les typhas, les joncs, on a vraiment tout un choix dans les plantes. Et donc on va donc avoir donc une autre, donc la biodiversité, donc ça va être complété avec tous les insectes, notamment les libellules. On aura en plein été les guêpes qui vont venir s'abreuver dans les bassins. On pourra avoir des couleuvres d'eau, on pourra avoir des grenouilles. On aura vraiment beaucoup d'insectes ou d'animaux qui vont arriver alors qu'on les a jamais mis. Donc ils vont être attirés par l'eau, donc ils vont vraiment venir s'installer réellement dans ces bassins. En fait, pour revenir sur ce que Nicolas dit sur la biodiversité, c'est que comme il a dit, il y a très peu de jardins qui sont équipés, on va dire, d'un plan d'eau. Et en fait, avec les chaleurs extrêmes qu'on a de plus en plus les étés, c'est super important de montrer, en fait, notamment aux particuliers, que c'est très important d'avoir un plan d'eau pour justement amener de la biodiversité tout autour et pour justement pallier à ces extrêmes chaleurs. Et vu qu'on a de moins en moins de biodiversité dans la nature. Les communes, comme disait madame, il y en a de plus en Beaune, plus. ils font donc une piscine écologique. Mais après, dans les communes, ce qui les bride pas mal, c'est il y a l'entretien, mais surtout, ils ont tellement peur qu'il y ait quelqu'un qui tombe dedans. Les conséquences derrière, c'est un petit peu le risque qu'il peut y avoir, un gamin qui va se noyer ou quoi que ce soit. Donc c'est un petit peu ce qui freine les communes, mais il y a également, dans ce qui les freine, comme tu disais, c'est le fait, au niveau de l'entretien, ils ont pas beaucoup, ils sont pas mal occupés déjà pour tout ce qui est tonte, entretien. Donc si en plus il fallait entretenir un bassin ou une mare, c'est un peu plus compliqué, même si aujourd'hui il y a des produits d'entretien, tu pourras en parler un petit peu plus tard. Il y a des produits d'entretien qui fonctionnent très très bien pour les mares et les étangs. On n'a plus besoin d'avoir de grosses pompes ou de gros mouvements d'eau. Rien qu'avec des produits, on arrive à équilibrer des gros volumes d'eau. Sachant qu'il y en a de plus en plus qui commencent à s'y mettre, malgré tout. Ils commencent à se rendre compte de l'importance justement d'un plan d'eau pour la biodiversité. Et donc du coup, il y en a de plus en plus qui... C'est encore un peu timide, mais je pense que dans les années qui vont suivre... Genre Dijon, c'est une petite commune. Dijon, le problème, c'est qu'au centre-ville de Dijon, on n'a pas forcément de coin d'espace vert en fait, pour mettre le bassin. Donc après, ça peut être par exemple, on pourrait voir au parc par exemple de la Colombière ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que Dijon, c'est quand même très urbain, très bétonné. Donc, Alors, je pense qu'il faut effectivement bien qu'on distingue les marchés publics du marché privé. Parce que, comme vous l'avez évoqué, un marché public, il y a la sécurité. Donc que ce soit pour les piscines classiques ou même un bassin naturel, et on s'est posé la question même ici, il est bien évident que si on fait un bassin où une personne peut tomber et se noyer, ça sous-entend qu'il faut sécuriser la zone. Donc au niveau esthétique, une piscine naturelle sécurisée, vous voyez, c'est plus tout à fait la même chose. Mais en même temps, chez les particuliers, on a quand même en tête qu'il y a eu des problèmes de piscine, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des gamins qui se noyaient parce que tout le monde était à l'apéro. Oui, donc il y a une obligation légale maintenant de... En fait, ouais. Il y a une réglementation par rapport aux Maintenant, piscines, on est obligé d'avoir un système de sécurité, alors que ce sur soit la un... barrière, l'alarme ou le rideau, un rideau. C'est Alors, obligatoire ça, c'est chez tous les piscine particuliers. Classique. Oui, sur une piscine, il y a une réglementation. Sur un bassin ou une piscine écologique, il n'y a pas de réglementation. Alors donc on a le problème de sécurité avec les... Là, on parle dans le privé. Ouais. Dans le public, que ce soit une piscine naturelle ou une piscine classique, il faudra sécuriser. Dans le public, je suis d'accord, mais nous, on est dans le domaine public. Il y a eu quand même des cas de noyade chez des privés avec des piscines classiques. Donc, Bien sûr, ouais. Donc, Dans les bassins, on peut se noyer aussi, mais il n'y a pas de réglementation comme une piscine où on va vous imposer une barrière ou des systèmes de rideaux ou d'alarme quand il y a quelqu'un qui tombe dedans. Alors sur un bassin, on n'a pas de réglementation. Nous, au travail, il y a quelques années, on a fait un bassin, donc c'est un gros bassin, donc on s'était renseigné à la mairie, voir un petit peu ce qu'il fallait faire, vu qu'on accueille du public, on a quand même beaucoup de clients qui viennent, et on nous a dit non, c'est un bassin, il n'y a pas de réglementation, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de barrière à mettre ou quoi que ce soit. Donc nous, on a quand même mis une barrière, mais il n'y a aucune réglementation aujourd'hui sur les bassins. Ça peut venir, bien sûr. Et dans les autres pays européens, puisque vous disiez qu'il y avait plus de bassins dans l'Allemagne. Alors
ça, je suis Ça, pas après, je assez, vous répondrai pas par rapport aux ouais, autres pays, je je suis sais pas pas. assez Non. Ouais. renseignée sur Ouais. les autres pays pour savoir en termes de réglementation comment eux ils sont. Et c'est vrai qu'au niveau de la biodiversité, là, quand on parlait par rapport aux communes, il y a surtout les petites communes sont très sensibles à la biodiversité. C'est pour, ils plantent beaucoup de vergers, beaucoup de haies bocagères. Ils mettent beaucoup de mélanges de jachères. Nous, on commercialise aujourd'hui beaucoup de jachères en mélange graines sauvages. Il y a vraiment on sent quand même qu'il y a quand même oui, une sensibilisation par rapport surtout aux petites mairies, par rapport à tous ces problèmes de biodiversité. Juste pour finir là-dessus, parce que l'aspect réglementaire, on ne va pas l'aborder aujourd'hui, mais ça c'est un truc il faut le surveiller si vous avez des projets de création. Il y a un autre aspect sur lequel il faut se poser la question, c'est l'aspect financier, en termes de déclaration vis-à-vis des impôts. Il est bien évident qu'une piscine traditionnelle, il y a une déclaration obligatoire, ce qui n'est pas encore le cas pour les piscines naturelles. Pour l'instant. Pour l'instant. Donc il y a aussi un aspect financier. Sur les moins de 100 000 cubes. Voilà. Donc tous ces aspects-là, il faut les regarder en détail si vous avez des... Si vous avez un projet, il vaut mieux se renseigner en mairie avant de faire quoi que ce soit. Donc les plantes aquatiques, donc on a donc trois grandes familles de plantes aquatiques. Donc les plantes hélophytes, donc on va plus partir sur les plantes un petit peu oxygénantes, comme on va avoir l'Ipuris, les Echicetums, les joncs, ça c'est ce type de plantes. Après les plantes macrophytes, c'est plutôt des plantes qui vont aider, par exemple quand vous mettez des plantes dans une lagune, c'est plutôt des plantes qui vont aider à venir dégrader tout ce qui est dans la lagune. Donc des plantes qui marchent très très bien, notamment c'est donc l'iris jaune, donc le Pseudoacorus. Tout ce qui est Tifa également, ça marche très bien, les phragmites. Mais toutes ces plantes, faire attention parce que c'est de place, qui ont tendance à vite s'étaler. Donc, d'où l'intérêt pour les plantes aquatiques de les planter en panier. Toujours, on a différents types de paniers. Vous les plantez en panier tous les ans, tous les 2-3 ans. Vous sortez les paniers, vous coupez tout ce qui dépasse et vous remettez les paniers. Mais pareil, ça c'est quelque chose qu'on abordera un petit peu plus tard. Et donc les plantes hydrophytes, donc, on a notamment donc, le nénuphar. Mon nénuphar, c'est une plante qui pousse très très bien chez nous. Le lotus poussera pas trop mal à condition d'avoir des années assez chaudes. Donc une année comme cette année, un lotus, vu comme c'est parti, je pense pas qu'il fleurisse. C'est des plantes qui sont quand même assez délicates par rapport à un nénuphar. Là, qu'est-ce qu'elle apporte ceci dans le bassin? Le nénuphar, c'est plutôt elle peut aider au niveau de la filtration, mais c'est surtout une plante décorative parce qu'elle va fleurir, un petit peu aussi également oxygénation, mais c'est pas celle qui va faire Elle peut apporter également de l'ombrage au niveau du bassin, parce qu'on a quand même si on voit des variétés qui ont quand même des développements assez forts, donc ils peuvent ombrer le bassin et ça peut être bien pour l'été quand il fait bien chaud d'avoir une partie ombrage. Donc maintenant on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, donc avec la construction des bassins. Sur les 2-3 personnes qui ont des bassins à la maison, c'est vous qui les avez construits ou ils étaient déjà là, ouais. Donc vous avez déjà un petit peu quelques notions par rapport à la construction. Donc déjà, par rapport à la construction, donc on va déjà essayer de faire un projet. Donc ça, ce sera quand vous serez plus tard, quand vous serez dans une entreprise où vous serez à votre compte. La base du projet, c'est déjà de commencer à faire un plan, d'aller sur site, de voir un petit peu les dimensions qui sont disponibles pour faire votre projet. Vraiment commencer par faire un petit croquis, quelque chose. C'est même conseillé de le faire avant parce qu'on a vite des surprises par rapport à un bassin, au coût que ça peut engendrer. Donc renseignez-vous bien avant. Moi j'ai eu le cas notamment après Covid, des gens qui se sont mis à creuser des bassins pendant le confinement. Ils ont creusé, puis au moment de réaliser le bassin, ils se sont rendus compte qu'ils étaient vraiment hors budget. J'ai eu notamment des clients qui avaient fait des bassins vraiment énormes, qui avaient au-delà de 50 mètres cubes. Donc ils sont venus en nous disant, voilà, moi je vais creuser, maintenant je vais faire mon bassin, je veux de l'étanchéité, donc je veux la bâche, je veux du géotextile, je veux la filtration, je veux tout. Pour faire mon bassin, donc on a chiffré, donc on était sur des budgets et à l'arrivée, ils nous disent, non, on est hors budget, on était plutôt parti sur 300 € de budget pour faire notre bassin. Donc faire 300 € pour un bassin de 50 mètres cubes, c'est impossible. Ça, vous en verrez. Ça, c'est impossible. En fait, ils savent pas, ils se rendent pas compte justement du travail et notamment du budget qu'il faut mettre. C'est ça, le budget, ça va vite, notamment la bâche.
Ah, mais il y en a plein. Moi, j'ai eu deux cas comme ça juste après Covid. Donc c'est pour ça, si vous avez des projets bassins, voyez avec eux. S'ils vous disent, ben voilà, moi je veux un bassin de 10 par 5, 2 mètres de profondeur, je veux mettre de la carpe-coille, commencez déjà à parler de à peu près le budget qu'ils ont. S'ils vous disent, j'ai un bassin de 10 par 5, 2 mètres de profondeur avec de la coille comme ça, et qu'ils ont 1000 euros de budget, c'est même pas la peine. Ça, non, non, les gens ne se rendent pas compte, franchement, du budget qu'il faut prévoir pour réaliser un bassin. Parce que ta cuisine, on en a facilement pour 3 000 euros, donc un bassin. Non, mais justement, Non, mais pour eux, c'est un trou. C'est un trou, on met limite. Parce que moi C'est les. ça, ils se rendent pas compte justement de derrière, il y a toute la filtration, il y a la pompe, il y a plein de choses qui viennent s'ajouter, et puis pour eux, c'est juste un trou avec de l'eau. C'est ça, et souvent, moi, les clients que j'avais eus, pour eux, ils avaient fait leur trou, ils allaient mettre une bâche agricole dedans, mettre de l'eau, c'était fini. Donc une bâche agricole, ça ne peut pas aller pour un bassin. Même pour un petit bassin, ça limite parce que ça va se cuire très facilement avec les UV. Donc pour réaliser un bassin, on met de la bâche EPDM, on met une bonne filtration, on met vraiment beaucoup de choses. Il y a les aménagements autour avec des plantes dedans, des plantes à côté. Il y aura des minéraux, donc des cailloux, des galets, des choses comme ça. Donc il faut vraiment faire attention par rapport au budget. D'où l'intérêt de faire déjà un petit plan. Ça va vous permettre un petit peu de voir un petit peu par rapport à l'emplacement au sol. Mais faites toujours un plan par rapport à ça avant de faire un chiffrage. Comme ça, ce sera également pour rapport au client beaucoup plus parlant d'avoir un petit plan. Ça va un petit peu lui voir, il verra un petit peu à quoi ça va ressembler une fois que ce sera fini. Mais c'est vraiment important vraiment de faire un premier projet et de dégrossir avec le client tout ce qu'il peut avoir dans son bassin et autour du bassin. Donc par rapport au projet, donc on pourra donc apporter donc différents types de bassins. Donc ça revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc dans les bassins, on pourra avoir donc les bassins avec poissons. Donc là, on sera sur une filtration beaucoup plus simple. Après, on aura les bassins sans poisson, donc une filtration beaucoup plus simple. Bassin avec poisson rouge, on sera sur une filtration un petit peu plus costaud. Et bassin carpe-coille, là, on sera vraiment sur vraiment de la grosse filtration. Donc il faut déjà voir par rapport au client. Lui demander ce qu'il souhaite exactement avoir comme type de bassin et surtout est-ce qu'il veut du poisson ou pas dedans, parce que comme je vous disais, donc suivant si on met du poisson ou pas de poisson, on n'a pas du tout le même type de filtration. Donc là, pareil, si c'est un petit bassin, on pourra donc lui apporter comme ici un bassin préformé. Si c'est des plus gros bassins, ce sera des bassins qui seront faits dans 95% des cas en bâche. Il y a d'autres procédés comme de la résine, comme le faire en ciment. On peut le faire également avec des pains d'argile, mais ça, c'est vraiment des choses qui se font très très peu. Je vous dis, dans au moins 95% des cas, les bassins sont faits en bâche. Les bassins préformés, on verra plus tard, mais on est limité en taille, en profondeur. C'est vraiment pour du petit projet et petit jardin. Donc pareil, on peut avoir un client qui va vous dire, moi je veux juste une lame d'eau, un bruit d'eau dans le jardin. Donc on ne sera pas parti sur des gros projets avec des plantes, avec des poissons, avec tout. C'est juste une petite pompe, une lame d'eau, un jet d'eau. On peut vraiment faire des choses très très simples qui peuvent être très très sympas, très modernes avec juste une pompe et... Des exemples visuels de trucs qui soient juste des lames d'eau? Non, j'ai pas de... Bon, après, il n'y a pas vraiment de choses. C'est ça qui est bien dans les jardins ou même dans les bassins. On n'est pas du tout limité par rapport au type de projet. On fait vraiment tout ce qu'on veut. On peut faire un bassin carré, on peut faire un bassin rectangulaire, on peut faire un bassin rond, on peut faire un bassin plus forme de haricot. On fait vraiment tout ce qu'on veut. On est vraiment illimité par rapport au type de projet. Encore plus quand on est sur de la bâche PDM. Ou alors là, on peut faire vraiment... il faut vraiment laisser son imagination... vraiment faire tout ce qu'il veut et oui, pas trop s'inspirer par rapport à ce qui se fait déjà. Essayer déjà d'être à l'écoute du client et essayer de lui apporter un petit projet qui se démarque par rapport à ce que les autres peuvent proposer. Donc au niveau de l'étanchéité, donc comme je vous le disais, la plupart des bassins se font avec de la bâche EPDM. Donc après, on trouve également pour des plus petits bassins de la bâche PVC. L'inconvénient de la bâche PVC, c'est qu'elle va se dégrader aux ultraviolets. Donc une bâche PVC, elle va durer, au bout de 5 ans,
elle est quasiment foutue. Alors que la bâche EPDM, elle est garantie 20 ans, et vous la prenez au bout de 20 ans, elle est toujours très très souple. Il y aura pas, vous ne verrez pas une bâche EPDM se cuire et se craquer au bout de 15-20 ans, elle sera toujours vraiment très très souple. Donc après, donc, au niveau de l'étanchéité, on peut donc faire de l'étanchéité en ciment. Donc c'est plutôt du système d'agglo-banché. On va plutôt être sur des bassins assez rectangulaires, carrés, des formes assez géométriques, où là on va donc monter des agglo-banchés qu'on remplira de ciment, on va ferrailler, on a vraiment sur des structures assez lourdes. Parce que si on le fait mal, le bassin, avec les étés qu'on a, les sols qui bougent, le bassin va bouger, va se fissurer. Et là, ce sera très compliqué après, quand un bassin est fissuré, de le rendre après étanche à nouveau, c'est un peu compliqué. Donc faites attention par rapport à ça. Moi, je suis vraiment plutôt partant sur des bassins en bâche EPDM. Donc au niveau de l'étanchéité, on a donc les bassins préformés, comme je vous le disais. Et après, des choses, ce sera beaucoup plus marginal, comme des bassins en résine. Les coques préformées, ça se fait un petit peu, mais on est limité dans les dimensions des coques. Et notamment en profondeur, parce qu'au-delà de 50 cm, on a du mal à trouver au-delà de 50 cm. Et 50 cm pour du poisson rouge, c'est compliqué, et c'est impossible pour de la carpe coille. On verra plus tard, mais il faut vraiment beaucoup plus de profondeur. Donc comme je disais, on peut donc faire des bassins en résine, mais alors là on sera sur des coûts vraiment très très élevés. Parce que une bâche EPDM, on va être une quinzaine d'euros TTC le mètre carré. Une résine, on sera plus près des 100-150 euros du mètre carré. L'avantage d'une résine, c'est qu'on n'aura pas de plis, on peut intégrer des rochers dedans, on peut vraiment faire des réalisations qui sont vraiment très très belles, mais il y a le problème de coût. C'est ça le souci. Donc par rapport à la bâche UPDM, je peux vous montrer. Donc là on est sur des bâches PVC. Donc c'est pas très très souple et surtout donc comme je vous le disais, le problème c'est que ça va se cuire aux UV. Et donc la bâche UPDM, vous voyez, c'est donc celle-ci, je vais vous le faire passer. Et donc c'est quelque chose c'est très très souple. Il y aura quand même des plis forcément. Mais si quand on le remplit, si on le fait dans des bonnes conditions, elle va vraiment relativement bien et donc on aura un peu moins de plis. Puis pour les professionnels, généralement, ils utilisent le PDM parce qu'elle est beaucoup plus simple d'installation. Vu qu'en fait, elle est plus élastique et plus souple, elle va être beaucoup plus simple à installer et en fait à se former. Par exemple, si vous avez des berges pour vos plantes ou des choses comme ça, elle sera beaucoup plus simple à épouser les formes du bassin. Donc par rapport à l'étanchéité, donc on a fait à peu près le tour de tout ce qui pouvait être utilisé. Et par rapport aux équipements techniques, pour vous, qu'est-ce qu'il va falloir comme équipement technique dans un bassin pour arriver à ce que le bassin fonctionne bien? Déjà, la base, c'est la pompe, bien sûr. Ouais. Après, j'en parle après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme équipement technique dans la filtration, oui. Après, il n'y a pas d'autre. Vous savez la différence entre une pompe et une filtration et un filtre? Une pompe, ça filtre pas. Ça va faire circuler l'eau. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Pour eux, j'ai certains clients où une pompe c'est un filtre. Oui, ça peut. La pompe en fait, la pompe en fait va alimenter la filtration. Une pompe peut avoir un filtre, un pré-filtre. Oui, on peut, dans les petits bassins. Oui. Parce qu'il y a de moins en moins de pompes avec des préfiltres parce que ça se bouche assez facilement. Et lorsque la pompe avec le préfiltre sont dans l'eau, il faut tout démonter, tout sortir de l'eau pour nettoyer. Donc c'est plutôt sur du tout petit bassin, notamment les bassins préformés. Donc au niveau des équipements, donc on pourra donc avoir les systèmes d'ultraviolet qui vont donc être un complément par rapport à la filtration. Système d'ultraviolet, ça va être pour lutter contre l'eau verte, contre les algues, donc ça je vous le présenterai tout à l'heure. On peut avoir des systèmes d'aérateurs. Système d'aérateur, c'est un peu comme les bulleurs qu'on a dans les aquariums. Ça apportera beaucoup d'oxygène, notamment en été. Ce sera très bien pour oxygéner l'eau en été quand il fait très très chaud. Et ce sera bien également en hiver lorsqu'il fait froid, qu'on ait une bonne couche de glace sur le bassin. Le fait d'avoir l'aérateur qui est sous la glace, ça va continuer à apporter d'oxygène dans l'eau et ça évitera les mauvaises surprises lorsque ça va dégeler parce que quand on a vraiment des gros hivers avec vraiment des gros coups de froid, on va avoir une mauvaise surprise lorsque ça dégèle et les poissons ont manqué d'oxygène et on se retrouve avec des poissons morts sous l'eau. Donc il y a donc ces systèmes d'aérateurs. On peut par rapport aux pompes, donc on a donc les pompes de filtration, les pompes de cascade, les pompes jet d'eau. On a différents types de pompes. On pourrait également utiliser de l'éclairage également dans les bassins.
Un bassin éclairé, c'est quelque chose qui est très sympa, même pas forcément un bassin. Un jardin éclairé, c'est très intéressant, sans mettre de l'éclairage partout, d'avoir des petites zones éclairées. Si vous avez un arbre, un gros arbre dans le jardin, mettre un gros spot sous un arbre pour l'éclairer de bas en haut, tout c'est vraiment quelque chose de super intéressant dans les jardins. Et pour moi, le fait de mettre de l'éclairage dans un jardin, ça finit vraiment le jardin. Oui, mais on est d'accord que l'éclairage, c'est aussi une pollution. C'est une pollution. Après, on va pas le mettre, on va pas le faire tourner 24 heures sur 24 non plus. On peut le faire tourner un petit peu en plein été. Lorsqu'on est dehors, on peut le faire tourner jusqu'à 10-11 heures. C'est pas des éclairages qu'on va faire tourner toute la nuit. Puis en termes de consommation, c'est pas ce qui consomme le plus non plus. Pollution par rapport aux oiseaux, par rapport à... Ouais. C'est pour ça que c'est des petits éclairages, oui, c'est des petits spots comme ça. On va vraiment apporter des petits points d'éclairage par endroit dans les jardins. On ne va pas faire un jardin public, on va avoir des spots partout, on ne va pas faire des... L'éclairage, je veux dire, ça peut perturber. Bien sûr, oui, non, on est d'accord, tout à fait. Ouais. C'est très joli, mais ça peut effectivement perturber au niveau des oiseaux, au niveau des insectes, ça peut perturber, on est d'accord. Donc les généralités par rapport au bassin. Donc par rapport à la profondeur, donc on en parlait tout à l'heure. Donc si c'est un jardin qu'avec des plantes, il n'y a pas de profondeur particulière, on fait vraiment ce qu'on veut. On peut faire 50 cm d'eau, 30 cm d'eau, ça ira très très bien. Par contre, à partir du moment où on aura des poissons dedans, il faudra bien respecter un minimum de profondeur. Donc pour les poissons rouges, donc c'est minimum 80 cm de profondeur. Ça, c'est impératif parce que s'il fait très chaud, si vous avez 30 cm d'eau avec des poissons rouges dedans, au bout de quelques jours, vous allez voir les poissons à la surface. D'un premier temps, ils vont venir chercher l'oxygène à la surface, ils vont venir un petit peu chercher à la surface. Mais si ça dure, les poissons, au bout de quelques jours, ils sont morts. Donc ce serait dommage d'avoir plein de poissons et d'avoir de la casse en plein été. Et donc pour les carpe-coilles, il faudra minimum 1,20 m, 1,50 m. Si vous voulez mettre 2 mètres, vous mettez 2 mètres, c'est très bien. Mais c'est vraiment un minimum 1,20 m. Ça, c'est vraiment très très important. Et puis je rajouterais que pour les coilles, alors après il y a deux écoles, hein, mais moi généralement c'est une coille par mètre cube. Comme ça au moins... Une coille ou on dit même des fois 1 kg par mètre cube. Parce qu'une coille qui fait 80 cm de long, elle a vite fait de faire 4-5 kg. Donc il faut faire attention par rapport aux poissons. Bien souvent les filtrations, c'est prévu, quand on va vous dire bassin avec coille, c'est une filtration prévue pour 1 kg par mètre cube. Donc ça c'est vraiment la base par rapport au bassin, c'est les profondeurs, respecter les profondeurs par rapport au type de poisson que vous allez mettre dedans. Et même tout à l'heure on parlait des sturgeons, les sturgeons 1,20 m, s'il fait très chaud, ça peut même être limite. Les sturgeons, ce serait minimum 1,50 m à 2 mètres. Bon, ça dépend, après on trouve des... Là oui, une carpe-coille, ça peut coûter très très cher. Une carpe-coille, on peut trouver des carpe-coilles à 2-3 000 euros. Oui, mais les esturgeons, on peut trouver des esturgeons qui font 20 cm, ça va coûter une trentaine d'euros. C'est à peu près le même prix qu'une carpe-coille. Après les carpe-coilles, si c'est une carpe japonaise ou une carpe classe A, on va être sur des coilles assez chères. Si on est sur de la classe B ou de la classe C, qui sont des coilles plutôt déclassées, elles seront beaucoup moins chères, mais elles seront beaucoup moins colorées, beaucoup moins jolies. Donc ça, c'est vraiment la base par rapport avant de creuser un bassin. Si vous allez chez un client, il faudra lui poser pas mal de questions. Je pourrais vous montrer, je dois l'avoir dans l'ordinateur après. On a une fiche de renseignement préalable. C'est très bien d'avoir cette fiche. Vous allez chez le client, vous allez remplir avec le client la fiche, la dimension du bassin, la profondeur du bassin, est-ce qu'il veut des poissons, l'environnement, donc est-ce qu'il y a beaucoup d'arbres, si c'est des arbres, est-ce que c'est des conifères, est-ce que c'est des arbres fruitiers, parce que les arbres fruitiers, bon, il peut y avoir des fruits qui vont tomber dans le bassin, qui vont se dégrader. Il y a vraiment beaucoup de questions à poser, à voir avec le client avant de se lancer dans l'élaboration d'un projet et ensuite d'un devis. Parce qu'il faut vraiment faire attention à ça, notamment les résineux, les bambous. Faire très attention, s'il y a des bambous à côté d'un bassin, le bambou peut percer la bâche. Il faut vraiment se poser beaucoup de questions avant de commencer de creuser.
Il faudra faire également attention à la forme du bassin. On va essayer d'avoir un bassin avec des courbes assez régulières. On va éviter d'avoir des endroits où l'eau elle va aller s'enfermer et où l'eau elle va avoir du mal à circuler. Vraiment, essayer vraiment d'avoir des courbes les plus légères possibles pour vraiment que l'eau circule au mieux. Parce que s'il y a des endroits où l'eau circule mal, ben, il y a pas mal d'impuretés qui vont se stocker, notamment des feuilles, il peut y avoir beaucoup de choses, des vases qui vont se stocker, et ça peut poser problème par la suite. Donc vraiment des formes les plus naturelles possibles. Ça, c'est vraiment très très important. Autre point, il faut faire attention au niveau de l'exposition. Il faudrait qu'un bassin soit minimum 6 heures par jour au soleil. Il faut éviter de faire des bassins complètement à l'ombre parce que ça n'ira pas. Déjà, les végétaux n'aimeront pas. Les poissons non plus. L'équilibre aura beaucoup de mal à se faire si c'est un bassin qui est trop à l'ombre. Donc 6-8 heures par jour, c'est vraiment très très bien. Sachant qu'il ne faut pas non plus qu'il soit plein sud. Plein sud, c'est compliqué également parce que l'eau va monter en température, on aura des problèmes d'algues. Il faut faire attention, mais 6-8 heures, c'est vraiment parfait au niveau exposition. Il peut être plein sud parce que des fois, vous allez avoir des clients qui n'auront pas le choix. En fait, leur jardin est exposé plein sud. Donc, s'ils veulent un bassin, il n'aura pas le choix de le mettre plein sud. Par contre, il faudra prévoir la filtration en conséquence. C'est-à-dire qu'il faudra l'augmenter, en fait. Parce que plein sud, ça va vite. Qui permettent d'amener de l'ombre. Ou des végétaux qui permettent justement d'amener l'ombre sur le bassin, notamment l'après-midi. Généralement, on recommande que l'exposition au soleil soit plutôt le matin et aux heures les plus chaudes. L'après-midi à l'ombre. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, faire attention à l'environnement végétal, faire attention qu'il n'y ait pas trop d'arbres autour, ça peut déjà poser problème lorsqu'on va creuser, parce qu'il peut y avoir beaucoup de racines dans le sol. Donc s'il y a des gros arbres qu'on coupe beaucoup de racines en creusant, l'arbre ne va pas forcément aimer. Si vous creusez qu'il y a beaucoup de racines, vous serez obligé d'élaguer un petit peu l'arbre pour équilibrer. Si vous avez coupé beaucoup de racines, vous rééquilibrerez un petit peu la partie végétale. Donc faites attention à ça. Faites attention, s'il y a beaucoup d'arbres autour, il risque d'y avoir beaucoup de feuilles qui vont tomber dans le bassin à l'automne notamment, qu'il n'y ait pas trop de feuilles, donc également faire attention au type d'arbre, parce que des feuilles c'est une chose, mais si vous avez par exemple des noyers ou des chênes ou des choses comme ça, c'est des feuilles qui risquent d'apporter beaucoup de tanins au niveau du bassin, donc il faut vraiment faire attention à tout ce type de plantes. Faire attention de ne pas avoir par exemple un verger autour, parce que si vous avez des pommes ou des poires qui tombent dans le bassin, ça va faire une énorme pollution au niveau du bassin. Qui dit pollution dit beaucoup de vases au fond. En se dégradant, ça peut faire beaucoup de déséquilibre au niveau de l'eau, et ça peut provoquer également des pertes au niveau des poissons. Vraiment faire attention avec tout ça. Et donc, comme je vous le disais précédemment, faites attention si vous avez des bambous à côté. Le bambou se développe beaucoup, se développe très très fort et peut percer l'étanchéité. Donc une fois que l'étanchéité est percée, c'est un peu compliqué, et surtout par du bambou, parce que s'il y a une chaume de bambou qui traverse, il y en aura d'autres qui traverseront par la suite. Donc faire vraiment très très attention par rapport à ça. Et même au niveau du bambou, il y a les problèmes des rhizomes, mais également le bambou perd beaucoup de feuilles. Donc faites très très attention par rapport au bambou. Donc les différents types de bassins, donc on en a déjà parlé un petit peu précédemment. Donc le premier type de bassin sera donc les bassins préformés. Donc comme je vous le disais, les bassins préformés, on va être très limité au niveau des dimensions, du volume. Au-delà de 2 mètres, 2 mètres 50 de long et 1 mètre 50 de large, c'est déjà des gros bassins. Au niveau de la profondeur, on sera rarement au-delà de 50-60 cm de profondeur. Donc là, pour moi, le bassin préformé, c'est plutôt pour avoir un petit point d'eau. On va mettre 3-4 plantes dedans, et éventuellement 2-3 poissons rouges, parce que le client veut avoir un petit peu de couleur dans son bassin. Ça permettra de manger un peu les larves de moustiques, mais ce sera vraiment quand même assez limité au niveau du bassin. Il existe des bassins préformés un peu plus volumineux. On peut trouver des bassins préformés de 4-5 mètres cubes, mais ça coûte très 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 cher. Donc faites attention. Donc des fois, quand vous faites un devis au client, vous allez lui proposer un bassin à 3 000 €, alors qu'avec une étanchéité, il en a pour 500 €. C'est plus simple de vendre une étanchéité que de vendre un bassin préformé de gros volume. Donc vraiment, les bassins préformés pour des petits volumes, un petit jardin, une petite cour intérieure, des choses comme ça ira très très bien. Mais au-delà de 1000 litres, on va dire, chez Oise, ça s'arrête à 1000 litres. Au-delà de 1000 litres, on part vraiment sur la bâche EP.
c'est beaucoup plus simple. Et le bassin préformé, donc bon, il a ses avantages et ses inconvénients. Mais donc l'avantage, c'est qu'il est costaud. Donc s'il y a des problèmes comme on parlait précédemment de bambou, il ne va pas se percer avec un bambou. Donc ça peut être un petit peu l'avantage, c'est qu'il est beaucoup plus résistant. Par contre, il serait un peu plus compliqué à mettre en œuvre parce qu'il faudra réussir à bien le mettre de niveau. Et ça, c'est compliqué parce qu'à partir du moment qu'il est mis de niveau, il peut bouger par la suite. Tout ça, il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Le mettre de niveau, arriver à bien le caler pour pas qu'il bouge par la suite. Parce que si vous l'installez et 6 mois après, le bassin a bougé, vous allez avoir la coque qui va dépasser de ça d'un côté et puis l'eau qui déborde de l'autre côté. Donc ça peut être un petit peu le point négatif du bassin préformé, c'est vraiment la mise en place. Et donc, ce qui se fait dans la plupart des cas, ce sont donc les bassins en bâche. Donc le gros avantage de la bâche, c'est qu'on est vraiment illimité dans la forme, dans la profondeur, dans les dimensions. On peut même trouver des bâches qui sont collées en usine, donc vraiment sur des très très grandes dimensions. À savoir que rien qu'en rouleau, sans les faire coller en usine, on peut avoir des rouleaux donc, de 15 mètres de large jusqu'à 60 mètres de long. Donc si vous faites un bassin de 15 mètres par 60, ça va déjà faire des bons volumes d'eau. Ça fait 2 mètres, ça. Oui, on verra après ce qu'il faut après pour calculer le type pour calculer la dimension de la bâche. Forcément, si on achète un rouleau de 15 mètres par 60, le bassin ne fera pas 15 mètres par 60, forcément. Donc ce qui est intéressant lorsque vous faites des bassins en bâche, ce sera de prévoir des barrières capillaires. Déjà pour éviter, s'il pleut beaucoup, si on est dans des sols très argileux, d'éviter que l'eau par ruissellement ramène de l'argile dans les bassins. Parce que l'argile dans un bassin, ça va être très très compliqué de s'en débarrasser. Ça peut éviter également lorsqu'on aura mis du géotextile ou alors en finition, on peut par exemple faire de la finition avec de la pouzzolane. S'il n'y a pas de barrière capillaire, on peut vider le bassin très rapidement par capillarité. Et c'est impressionnant, si vous, par exemple ici vous faites votre bassin, vous voulez mettre en finition par exemple de la pouzzolane, donc de la roche volcanique, vous allez vouloir relier donc, la partie ici des végétaux avec l'eau. Si vous ne mettez pas de barrière capillaire, vous allez vider votre bassin vraiment à grande vitesse. Et c'est vraiment surprenant là, au niveau capillarité comme un bassin peut se vider. Et là, je parle de pouzzolane, mais on peut même... moi, j'ai vu par exemple des bassins, les gens ont voulu relier ici, remettre de la terre jusque dans le bassin, et la terre pompe l'eau, et donc vide les bassins vraiment très très vite. Faites vraiment très très attention par rapport à ça. Et prévoyez des systèmes, donc soit vous faites une petite rigole avec du gravier pour vraiment casser cette capillarité. Et également, chez Oise, il y a donc ici donc des bordures en plastique, j'en ai une ici. Donc ce qui est bien, c'est donc de délimiter tout le tour du bassin avec ce type de matériaux. Donc vous mettez des piquets, vous allez donc mettre votre barrière tout autour. Derrière, vous allez donc venir mettre votre bâche EPDM. Vous mettez du gravier et là vous avez vraiment une finition qui est nickel parce que ça l'avantage, vous pouvez ce qu'il faut faire c'est le mettre avec un niveau laser. Comme ça vous aurez vraiment un niveau tout partout, la barrière elle sera vraiment de niveau tout partout, niveau constant. Vous remettez votre bâche par-dessus, du gravier et quand vous remplirez votre bassin, vous aurez un niveau d'eau constant et ça vous évitera de voir la bâche qui dépasse par endroits. On peut avoir la bâche qui dépasse de 10-15 cm et d'autres endroits où on a l'eau qui arrive à fleur de bâche. Donc c'est quand même mieux de mettre ce type de produit pour avoir vraiment un niveau d'eau constant et ça fait vraiment une finition qui est vraiment très très propre. Donc voilà en gros ce que ça va donner donc votre bassin une fois qu'il est réalisé. Donc bien prévoir différents paliers. Tout à l'heure on parlait de profondeur maximum 1m20 par exemple pour les 80 cm pour les poissons rouges au minimum, 1m50, 1m20, 1m50 pour les carpe-coilles. Mais on ne va pas faire un bassin tout partout avec 1m20 ou 1m50. On va travailler par palier. Donc on va prévoir déjà un premier palier à 30-40 cm de profondeur pour pouvoir mettre la plupart des plantes. Un autre palier, on va se mettre à peu près à 90 cm pour pouvoir mettre des pompes jet d'eau par exemple. Et le palier le plus profond, c'est là où on mettra donc la pompe
où on mettra les nénuphars, où on pourra mettre les aérateurs, on pourra mettre vraiment différentes choses dans son bassin. Et ce qu'il faut prévoir également, donc parce que si on fait un bassin tout partout avec la même profondeur, si demain vous avez une bête qui tombe dedans, ça peut être un chien, ça peut être un hérisson, ça peut être différentes choses. S'il est en différents paliers, il pourra ressortir beaucoup plus facilement que si c'est un bassin qui fait tout partout 1,50 m de profondeur. Donc là, par rapport à la coupe, donc on voit donc les différents niveaux. On voit donc la pompe qui va donc être reliée à la filtration qui peut alimenter une cascade. On a donc les végétaux à l'intérieur, les végétaux autour. Là, on a vraiment quelque chose d'équilibré, en fait. C'est quelque chose de complet avec des plantes de berge, des plantes de fond, des plantes autour, une filtration, une cascade. On a vraiment quelque chose de complet. Là. Je pense que vous allez y revenir tout à l'heure, mais tout ce qui est câbles électriques. Oui, on va en parler tout à l'heure. On a des systèmes, il y a des systèmes de passe-parois pour passer des câbles, pour passer des tuyaux. C'est ce système-là, mais je le présenterai tout à l'heure. Donc oui, on peut percer la bâche. On perce la bâche, on va donc installer ce type de produit, où dedans on peut donc soit passer, là on est parti pour passer des tuyaux, et on a un système de presse étoupe à l'intérieur pour passer les câbles électriques. Donc là on aura on peut faire vraiment quelque chose de propre, sans tuyau apparent, sans rien du tout. Au niveau finition, c'est beaucoup plus joli. Encore un câble électrique, quand on fait un bassin en bâche, il y a toujours quelques plis où on peut éventuellement camoufler le câble électrique dedans. Mais c'est vrai que quand on passe un tuyau de 50 mm, c'est pas très joli. Donc il vaut mieux le passer avec des systèmes de passe-parois. Tout est moulé dedans. Effectivement, les pompes, européenne, il y a toujours 10 mètres de câble. Ça, c'est une norme européenne. Tout est moulé. Si demain vous devez installer une pompe, il ne faut surtout pas couper le câble électrique. Parce que si le câble est coupé, la garantie ne marchera pas et ça risque de provoquer beaucoup. Dans le temps, ça risque de provoquer pas mal de problèmes. Si vraiment vous devez couper la fiche, par exemple pour vous raccorder sur un tableau électrique, vous coupez à la fiche. Il faut toujours qu'il reste 10 mètres de câble. Ça, c'est impératif. Si demain vous renvoyez une pompe en SAV pour X raison et que le câble a été coupé, par exemple, il ne reste que 8 mètres de câble, la garantie, elle fonctionnera, mais ils vont forcément remettre un nouveau câble de 10 mètres avant toute chose et le câble vous sera facturé. Donc il faut impérativement garder les 10 mètres de câble, ça c'est une norme européenne. Ça. Voilà, donc Ne coupez pas le câble. c'est mieux. Voilà. Vraiment, si vraiment le client il dit je vais être installé sur un tableau électrique, vous coupez juste à la fiche, mais il faut toujours qu'il reste les 10 mètres de câble. Mais du coup, tu peux passer la fiche à travers les bâches dans un presse-étoupe ? Oui. Ici, Donc du coup, le jour où tu changes la pompe... il faudra baisser un petit peu le niveau du bassin. D'où par rapport au presse-étoupe, quand c'est un en arrière. Presse-étoupe, si vous passez par exemple un tuyau, vous pourrez passer le presse-étoupe. C'est ça là. Donc pourquoi chez OA ça s'appelle un Tradux. Je vais vous le présenter tout de suite, ce sera fait. Donc avec ce système-là, vous allez donc couper votre bâche. Donc la bâche EPDM est relativement souple. Donc là on a donc un trou de 50 mm. Donc vu que la bâche EPDM est assez souple, on dit qu'on peut faire un trou d'une taille la taille d'une pièce de 2 €. On vient donc appliquer donc la bâche à ce niveau-là. On remet donc cette pièce-là. Vous venez donc serrer. Une fois que c'est serré, c'est étanche, ça ne bougera plus. Donc là-dedans, vous pouvez donc faire passer les tuyaux d'eau. Donc vous coupez donc toujours votre raccord à la dimension de votre tuyau, ça c'est impératif. Je le précise, mais il y en a beaucoup qui ne le font pas, donc ça peut poser problème parce que si l'eau arrive ici et qu'elle est ralentie, là, c'est très mauvais par rapport aux pompes. Donc vous mettez donc votre tuyau, donc là on sera donc à l'intérieur du bassin, vous mettez donc votre tuyau ici. La bâche se situe là et donc ici on repart donc pour monter la filtration. Donc par rapport au tuyau d'eau, donc on peut donc le mettre plutôt dans le fond du bassin pour vraiment que le tuyau soit le plus camouflé possible. Donc ça c'est assez facile à mettre en place. Et donc ces systèmes-là sont vendus avec il y a donc
un presse-étoupe. Donc en fait, vous allez donc venir, donc vous allez dévisser, vous allez passer le câble là au milieu. Et ensuite, vous revissez tout, ça fait, il y a une grosse pièce en caoutchouc qui va donc venir se compresser et donc venir compresser le câble. Et donc, ça s'installe comme ça. Donc là, on met absolument plus ces pièces-là. C'est soit on passe le câble électrique. C'est soit on passe le câble, soit on passe les tuyaux. Donc là, c'est Donc, tuyau d'eau près. Là, c'est pour l'eau, là, c'est pour l'électricité. Donc en fait, la pièce vient s'installer comme ça. On vient donc serrer, le câble est donc dans le trou là au milieu. Et donc quand on vient donc serrer, la grosse pastille en caoutchouc va donc venir se compresser sur le câble et sur les parois du presse-étoupe. Et donc du coup, on peut donc passer la partie câble sous l'eau également, comme ça on n'a absolument rien du tout d'apparent. Comment? On va remettre sur la bâche. Bah, c'est le même, c'est comme tout à l'heure. Hein. On dévisse, la bâche elle est là au milieu, on vient serrer et donc par rapport au câble, quand on utilise le système avec le câble, on va plutôt le mettre pas trop loin de la surface de l'eau, parce que si demain il faut changer la pompe parce qu'elle a grillé ou pour une autre raison, si vous le mettez le système tout au fond, il faudra vider le bassin, alors que si vous le mettez 10 cm en dessous le niveau de l'eau, vous videz 10 cm et vous repassez votre câble. Donc autant les tuyaux, on les passe au fond du bassin, les câbles électriques, on les passe plutôt en surface. Mais ça, c'est un produit qui est vraiment super pour arriver à vraiment faire des finitions au niveau des bassins. C'est vrai que quand on a des gros tuyaux qui passent en surface, qu'on essaye de camoufler sous la bâche, c'est pas très décoratif, alors qu'avec ce type de produit, on est vraiment sur des finitions c'est vraiment quelque chose de propre. Donc pour revenir donc à la bâche EPDM, on va donc regarder comment on va calculer les surfaces de bâche. En fait, il y a deux possibilités pour calculer. Donc en fait, si vous faites déjà votre projet, comme je montrais tout à l'heure par rapport au plan, il y a donc un calcul théorique qui va donc être, vous allez donc prendre la longueur du bassin, vous rajoutez 2 fois la profondeur. Donc si votre bassin fait 5 mètres de long et 1 mètre de profond, donc vous prenez donc 5 mètres, vous rajoutez donc 2 fois la profondeur, donc 2 fois 1 mètre. Donc vous êtes sur 7 mètres. Et donc vous rajoutez 2 fois 50 cm pour avoir un petit peu de râpe de chaque côté. Et notamment quand vous faites vos barrières capillaires avec ce système-là, pour pouvoir venir plaquer la bâche de chaque côté. Donc il vaut mieux avoir un petit peu plus de bâche pour vraiment bien faire la barrière capillaire, plutôt que de tirer un petit peu dessus, puis arriver au dernier moment et qu'il manque 10 cm de bâche. Parce qu'une bâche, une fois qu'elle est coupée, qu'elle est dans le bassin, c'est compliqué de remettre une partie en plus derrière. On prend donc la largeur, on rajoute 2 fois la profondeur et on rajoute donc 2 fois 50 cm. Donc là on est sur un calcul théorique, donc quand on fait ça on aura forcément un petit peu de rab au niveau de la bâche, donc il y aura un petit peu de chute, mais là au moins quand vous faites votre devis vous êtes sûr de ne pas vous tromper en prenant cette formule là. Et pour la feutrine c'est pareil, c'est le même calcul. Le feutre donc tout à l'heure. Géotextile, feutrine. Donc nous en fait au niveau feutrine, on utilise celui-ci. C'est un feutre à 400 grammes au mètre carré. Poissonnement, donc normalement s'il y a des racines, tout ça derrière, ça devrait, il n'y a pas de problème. S'il y a des cailloux, tout, il n'y aura pas de souci par rapport à. Et donc ce qu'il faut par rapport au calcul du géotextile, donc là-bas je vais donc l'avoir en un seul morceau pour la mettre dans votre bassin. Le géotextile, c'est des bandes de 2 mètres. Vous allez venir mettre des bandes de 2 mètres dans votre bassin. Donc prévoyez toujours un petit peu plus quand vous calculez votre géotextile, parce qu'on va faire à peu près se chevaucher d'en gros 20 cm chaque bande de géotextile. Parce que quand on met le géotextile, après quand on met la bâche, le géotextile a un petit peu tendance à bouger, donc une vingtaine de centimètres chaque bande de géotextile. Et donc au niveau du calcul, on peut donc avoir donc, le calcul réel. C'est une fois que le bassin est creusé, vous prenez votre décamètre, vous prenez la plus grande longueur du bassin, vous allez faire vraiment toute la surface du bassin. Pareil pour la largeur. Donc là, ce sera vraiment les dimensions les plus justes par rapport à votre bassin. Et toujours 50 cm
de chaque côté. Donc quand vous faites votre devis, vous pouvez faire le devis avec le calcul théorique. Et une fois que le bassin est creusé, avant de commander votre bâche chez votre fournisseur, vous faites au décamètre, comme ça vous aurez le moins de chute possible. C'est sûr que c'est beaucoup plus juste en faisant avec le décamètre, mais tant que le bassin n'est pas creusé, on ne peut pas prévoir les dimensions exactes. Et donc les autres types de bassins, donc, comme on disait précédemment, ça peut être des bassins qui sont faits en ciment, des bassins qui sont faits en pain d'argile, en résine. Il y a vraiment beaucoup de choses après qui sont faits. Il y a même des gens qui vont faire des mini-bassins sur des terrasses. Ils vont prendre un pot, ils vont mettre un petit jet d'eau. On peut vraiment faire vraiment beaucoup de choses au niveau des bassins. Pour convertir je sais pas, vous achetez un terrain, il y a une vieille piscine thermomoulée, c'est compliqué de la transformer en bassin Non, pas forcément. Non. Après, il y aura des modifications à faire. Souvent, il faut tout casser les margelles. Ça dépend après si vous voulez garder la forme rectangulaire de la piscine. Il y a certaines personnes qui cassent les 2 premiers rangs d'agglos pour lui redonner une forme un peu plus naturelle. Il y a une zone natatoire dans la zone rectangulaire. Et comme ça, tout autour, ça vous permet d'aménager, de mettre des plantes, de mettre un agunage, de refaire une nouvelle filtration, parce qu'on n'aura pas forcément la même filtration quand c'est une filtration au chlore ou si c'est une filtration naturelle. Mais il y a certaines personnes qui gardent vraiment la forme bien rectangulaire et qui mettent juste une autre filtration avec un petit lagunage à côté. C'est vraiment des choses complètement... C'est ce que je disais tout à l'heure. L'avantage dans le jardin, c'est qu'on on fait vraiment tout ce qu'on veut. parce que souvent ces trucs-là, c'est quand même un peu à l'intérieur bleu, quoi. Enfin, bleu moche piscine. Oui, c'est vrai que si on peut mettre un liner d'une autre couleur, c'est mieux. Et après, dans les liners, les piscinistes, ils ont maintenant beaucoup de couleurs en liner. Et ce qui marche bien pour les piscines écologiques, pour avoir une belle couleur, c'est un liner vert olive. Et le liner vert olive, on l'a là. Je sais pas si tu l'as parce que. Si. La piscine thermomoulée, là, une bâche. Oui, mais il faut remettre un autre liner. Un revêtement, ça peut pas être... Ça dépend après si c'est une piscine qui a été faite en résine ou quoi que ce soit, on peut remettre après un revêtement par-dessus. Si c'est une piscine qui est faite avec un liner blanc, si vous laissez le liner blanc, vous aurez toujours la couleur un peu turquoise de l'eau. Vous pouvez garder l'étanchéité qui fait de base si elle est nickel. Par contre, il faudra bien nettoyer le bassin parce que du coup, il y aura du chlore dedans et il faudra bien le décrasser avant de passer à une filtration biologique et potentiellement mettre des poissons dedans. Oui, ce qui marche très bien pour les piscines écologiques, c'est le liner vert olive. Et là, on est vraiment sur une belle couleur d'eau. On va peut-être je fais le lagunage, on fait une pause après. Et donc un autre point qu'on peut utiliser dans les bassins, c'est donc le lagunage. Ça va permettre un petit peu, notamment dans les bassins de baignade ou dans les bassins à coille, d'avoir des zones vraiment sans plantes du tout. Et donc la lagune qui se met juste à côté. Donc la lagune va donc dedans, on va donc mettre beaucoup de végétaux et va donc permettre également de compléter la filtration. On ne pourra pas remplacer une filtration par une lagune parce qu'il y a toujours un pré-filtre avant. Et si vous voulez remplacer la filtration par une lagune, ça va être très compliqué parce qu'une fois que la lagune elle est remplie, elle est complètement obstruée, il faut y aller au marteau-piqueur dedans, c'est vraiment du béton. Donc là, le système de lagunage, donc l'eau va donc arriver par des drains. L'eau arrive au fond du bassin et l'eau va donc circuler de bas en haut. Donc on met donc des drains, ensuite on met donc de la matière filtrante. Ça peut être de la pouzzolane, ça peut être des galets. La plupart du temps c'est pouzzolane ou galets. On va commencer par une granulométrie un petit peu plus importante à la base. Et plus on va monter, plus on va mettre des éléments fins. Donc on peut donc faire, il y a 2 types de lagunes, soit une lagune humide, donc là ça c'est une lagune humide, donc on aura donc la partie filtrante dans le fond et de l'eau qui circule en surface. Et on peut également faire des lagunes sèches, donc la partie filtrante, elle va remonter à peu près ici, donc l'eau circule uniquement en dessous et on la verra pas. L'avantage d'une lagune sèche, c'est que quand on est sur une lagune humide, on est sur 10-15 cm d'eau, donc on peut avoir beaucoup d'algues qui se développent. Alors que si on est sur une lagune sèche, on ne verra pas l'eau, donc on n'aura pas de problème d'algues qui se développent en surface. Les lentilles, pourquoi pas, mais après faire attention parce que la lentille va beaucoup se développer. Et elle peut nuire également au développement des plantes qu'il y a dans la lagune. Donc la lagune, donc, elle a donc la partie filtrante ici, donc avec du galet ou de la pouzzolane. On va donc mettre des végétaux.
Et donc l'eau en circulant va donc se retrouver filtrée dans les différents matériaux. Et donc toutes les impuretés qui sont donc captées dans la pouzzolane ou dans les galets vont se retrouver dégradées par les végétaux. Donc dans les lagunes, on ne va pas mettre n'importe quel type de plante, parce qu'il y a des plantes qui sont plus ou moins intéressantes par rapport aux lagunes, il y a des plantes qui vont plus ou moins dégrader les matières. Donc comme je disais tout à l'heure, ce qui marche très bien, c'est donc les tifas, donc les massettes marron là, qu'on trouve au bord des étangs. Ça marchera bien. Il y a certains joncs qui marcheront très bien. Il y a la phragmite qui marchera très bien. Donc phragmite, l'inconvénient, c'est qu'elle elle peut être très invasive. Les iris jaunes, donc les iris pseudacorus, tout ce type de plante marchera très très bien dans les lagunes. Et donc pour éviter donc les mauvaises surprises dans les lagunes, comme je vous disais tout à l'heure, essayez toujours de planter dans vos lagunes, il y a des paniers ajourés. Vous mettez tous vos paniers dedans, vous recouvrez de pouzzolane ou de galets. Et donc tous les 2-3 ans, vous sortez vos paniers, vous coupez tout ce qui dépasse, notamment dans les phragmites, parce que les phragmites, elles auront tendance à rapidement sortir du panier. Et ça vous évitera d'avoir une plante qui prend le dessus sur les autres, en les cultivant comme ça en panier. Et donc en ayant donc tout ce système, donc vous aurez vraiment quelque chose de naturel qui va se développer. On va vraiment faire une filtration naturelle. Et donc on essaie toujours, donc, comme je vous disais précédemment, d'utiliser une filtration avant une lagune. Alors, parce que là, vous parlez un peu de l'entretien Oui. du produit, en fait, que ce soit lagune, bassin. Quand vous concevez et que vous mettez en place un bassin, vous proposez un entretien, il y a un contrat d'entretien aussi qui est proposé ou pas? Après, il y a des paysagistes qui vont proposer des contrats d'entretien, d'autres personnes qui veulent l'entretenir eux-mêmes. Après, c'est vrai que quand c'est des tout petits bassins, entretenir, il n'y a rien à faire. Quand c'est la piscine écologique ou vraiment du gros bassin, c'est vrai que d'avoir un contrat d'entretien derrière, c'est quand même pas mal de venir passer un coup d'aspirateur au fond pour retirer les impuretés, pour nettoyer un peu, surtout au printemps, pour remettre en route la filtration. Tout ça, quand même pas mal de faire des contrats d'entretien. Après, c'est un plus pour vous. Après, vous pouvez proposer ça après aux clients. Au moins, vous voyez un petit peu l'évolution du bassin. Comment... Non, mais ça se propose, ça c'est. Ah, bien sûr, oui, au contraire. Non, il vaut mieux proposer, bien sûr. Donc, au niveau de la lagune, il faut qu'elle représente, l'idéal, c'est qu'elle représente un tiers du bassin minimum. Ça, c'est... Oui, parce qu'après, ça va s'écouler en fait gravitairement dans le. En fait, l'eau, elle arrive. bassin. L'eau, elle va arriver donc de bas en haut, et donc ensuite par débordement, elle va retourner dans le bassin ou dans la piscine. Et c'est super important de faire comprendre que la lagune n'est pas un système de filtration à lui-même, c'est un complément. C'est un complément d'une filtration. Mais elle ne peut pas se satisfaire à lui-même, et en fait, il y a certains particuliers, quand ils vont dans les piscines, en fait, surtout les piscines biologiques, eux, ils pensent à lagunage. Ils font leur lagune et puis après ils disent bah non mais c'est pas possible, mon eau elle est verte, il y a plein d'algues. Mais oui, mais la lagune ne se satisfait pas à elle-même en fait. Elle a besoin d'une filtration mécanique pour qu'on ait vraiment une eau claire et limpide. Et ça, faut le faire comprendre aux clients. La filtration mécanique va retenir les plus grosses impuretés. Et donc ensuite, les plus petites impuretés vont donc être captées dans la lagune et dégradées par les plantes. C'est un complément à une filtration mécanique. Mais du coup, la filtration mécanique, elle ressort où? Alors, elle est en amont. Dans la lagune? Elle est en amont, en fait. La filtration peut être ici. L'eau ressort de la filtration, passe dans les drains. Donc on a donc du drain qui est du drain agricole. Elle circule dans les drains. L'eau va donc passer donc de bas en haut et retourner au bassin. Il y a toujours la filtration qui est en amont. Donc voilà en gros ce que ça peut ressembler une lagune par rapport à un bassin. Donc il faut faire attention au niveau des drains, bien remettre un peu de géotextile par-dessus pour éviter que les racines descendent trop dans les drains. Parce qu'une fois que les racines sont descendues dans les drains, il faut tout casser pour tout refaire. Donc il faut faire attention au niveau de l'installation des drains. Mais ça, c'est vraiment un très très bon complément par rapport à une filtration, et notamment dans les bassins écologiques. Dans les bassins de baignade. En fait, la lagune, c'est un complément. C'est un complément, que ce soit un bassin à poisson, un bassin de baignade, tout ça, c'est un complément. C'est un complément. Il y a des piscines écologiques qui se font qui n'ont pas de lagune.
faire qu'une lagune? Ouais. Non. Non, parce que je vous dis, une fois que la lagune elle est saturée, En fait, ça on ne peut plus dépend. rien faire. Encore une fois, ça dépend du rendu que vous voulez. Si vous voulez juste un point d'eau, on va dire pas forcément filtré, où vous voyez pas vous voyez pas le fond, vous voyez pas vos poissons, et vous voulez juste, on va dire, vraiment un bassin d'agrément et que ce soit juste joli, mais que vous vous en fichez un petit peu, on va dire, de la qualité de l'eau, on va dire que la lagune peut suffire, mais vous n'aurez pas une qualité d'eau claire, filtrée, comme avec une filtration mécanique. Quand vous parlez de qualité de l'eau, c'est de la qualité plutôt esthétique? Non, pas que esthétique, en fait, ça va surtout être notamment avec les particules. Ça va, en fait, la filtration mécanique, elle va retenir les plus grosses particules de matière organique que les poissons peuvent rejeter, par exemple les excréments. Ça peut être aussi les végétaux qui peuvent tomber dans le bassin. Enfin, il y a plein de choses. Ça, en fait, les plantes ne pourront pas le filtrer. Et même si on augmente, parce que là vous aviez dit un tiers. À terme, elle risque de se saturer quand même. Ouais. Et je vous dis, une lagune qui est saturée, Après, faut c'est nettoyer, du et béton. puis C'est très très compliqué une fois qu'elle est saturée. à nettoyer, c'est beaucoup plus compliqué que de nettoyer un bassin. Je dis ça parce que ça me fait rire en fait. Je me dis, ça donnerait l'impression qu'on ne peut pas avoir un bassin sans, vraiment naturel. Oui, mais alors si vous allez dans une mare, par exemple, dans un étang qui est vraiment naturel, vous ne voyez pas le fond de l'eau. L'eau, elle est vaseuse, l'eau, elle est pas limpide, elle n'est pas claire. Donc après, encore une fois, ça dépend de l'effet que vous voulez avoir en fait. Si vous voulez vraiment un point d'eau naturel, sans filtration, on va dire mécanique, vous pouvez très bien passer par un lagunage. Par contre, vous n'aurez pas l'effet, on va dire, escompté, où vous voyez vos poissons. Et puis pour la L'eau piscine, elle va être beaucoup plus verte. voilà, elle va être beaucoup plus vaseuse, avec beaucoup plus de particules. Et puis pour une piscine biologique, c'est même pas la peine. Parce que Avoir une eau propre. Mais et c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué d'équilibrer des petits bassins que des gros volumes d'eau. Donc quand on a des tout petits bassins, en plein été, l'eau va monter en température, elle va devenir toute verte. Et même si vous avez de l'eau qui circule dans la lagune, l'eau restera verte. Alors que si on met une filtration mécanique avant, on aura une eau qui restera propre. Forcément par se remplir et par disparaître. Il y a un minimum d'entretien de toute façon dans les bassins. Une mare, c'est pareil. S'il n'y a pas d'entretien, elle finit par disparaître. C'est la végétation qui prend le dessus, c'est normal. Et après, quand on a des lagunes, il faut bien nettoyer régulièrement, notamment lagunes ou même bassins, les végétaux, il faut bien les tailler à l'automne ou avant l'hiver pour éviter que les végétaux tombent dans le fond du bassin, aillent se décomposer, ça va encore faire de la vase, ça va encore poser beaucoup plus de problèmes. Donc à chaque fois, à l'automne, on nettoie tout, on coupe les végétaux et quand c'est dans la partie bassin, on coupe toujours les végétaux au-dessus du niveau de l'eau. Jamais en dessous, parce que par exemple, si vous coupez un iris en dessous du niveau de l'eau va descendre dedans et ça va le faire pourrir. Donc on coupe toujours au-dessus du niveau de l'eau. Et ça, c'est vraiment très très important de faire un bon entretien à l'automne avant que les végétaux n'aillent se décomposer, parce que si vous avez une lagune et que vous laissez les végétaux se décomposer dedans, alors là, vous allez dans la catastrophe. C'est pour ça que pour vous, je pense que ça peut être intéressant, notamment si vous vous mettez à votre compte, d'avoir justement des contrats d'entretien. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui en fait, ils veulent leur point d'eau, mais ils n'ont pas envie de s'embêter avec l'entretien et la maintenance. Et en fait, vous, ça vous fait du complément. Donc ça peut être intéressant de proposer ce contrat-là. Donc voilà un petit peu ce que ça va donner à terme, un bassin avec une partie lagunage sur le côté. Les meilleurs exemples, c'est, je pense, les systèmes de lagunage que les petites communes en milieu rural. Ça se fait de plus en plus, oui. Pour tout simplement ne pas rejeter une eau trop sale dans le milieu naturel. Mais il ne s'agit pas d'épurer l'eau pour la rendre consommable, hein, on est d'accord. C'est juste pour enlever le plus gros des nitrates, phosphates et quelques métaux lourds que la végétation est capable de pomper. Mais ça sous-entend un entretien, le fauchage. Il faut faucher régulièrement, surtout qu'ils utilisent beaucoup des phragmites. Et les phragmites, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est des plantes qui sont limite invasives, donc il faut vraiment entretenir régulièrement. Mais par contre, au niveau traitement de l'eau, la phragmite, c'est une super plante. Ça, c'est chez un particulier? Ça, c'est une faux douche en particulier. Ouais. Je dis, on peut vraiment faire beaucoup de réalisations. Mais la plaque, on est sûr. Ah non, il y a des très belles réalisations, même dans la région, il y a des très beaux bassins qui sont réalisés. Donc la réalisation d'un bassin étape par étape. Donc pour les bassins préformés, donc comme je vous le disais tout à l'heure, le plus compliqué pour un bassin préformé sera vraiment de mettre bien de niveau et qu'il ne bouge pas. Ça, c'est un petit peu le point un petit peu compliqué. Donc moi, souvent, ce que je conseille, c'est
Vous mettez le bassin donc, de niveau, vous commencez à remplir, vous mettez 20 cm d'eau dedans. Vous faites glisser du sable ou de la terre derrière. Vous mettez votre tuyau d'eau donc, derrière le bassin pour que le sable ou la terre fasse une espèce de coque derrière le bassin. On va le faire comme ça par étapes et comme ça on a quelque chose qui bougera normalement pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a toujours le risque que le bassin bouge un petit peu. Donc après c'est vrai que le bassin préformé, une fois qu'il est installé, bon, on est tranquille. Ouais, c'est ça le problème, c'est que ça peut bouger, surtout avec les sols qui bougent, tout ça un peu. Ouais. Vous Ça va, êtes je suis au bout resté de du coup sur un bassin préformé ou Non, alors on a gardé le fond des bassins préformés Ah oui. et on a remis une bâche par-dessus. Ah ouais, t'as mis par-dessus. On va Ouais. aller le voir. Hein. Oui, on va aller voir après. On va les critiquer après. Oui, tout à fait. La lame d'eau, chef, elle fait un petit peu comme ça. Donc les bassins en bâche. Donc là, c'est ce que vous serez, à mon avis, amené à faire le plus souvent. Donc on va déjà, quand on arrive à l'endroit où le bassin va être implanté, on va déjà nettoyer au maximum. Retirer s'il y a beaucoup de mauvaises herbes ou tonde très très court, vraiment pour retirer tout ce qui est déchet, partir vraiment sur un sol propre. On va ensuite faire une rotation donc, au sol, on va donc le tracer au sol, soit vous le faites, on peut le faire avec un tuyau d'arrosage, avec du sable, avec du plâtre, on va vraiment déterminer vraiment l'endroit où le bassin va être implanté, donc bien délimiter le bassin. On va donc régler le plus possible, le mieux possible le niveau 0. Si on a un sol un petit peu en pente, on va vraiment essayer de se mettre vraiment de niveau tout partout. Ça va vous aider par la suite d'avoir vraiment quelque chose de bien. Et donc ensuite, on va donc creuser son bassin palier par palier. Donc on va donc déjà déterminer, donc faire la premier endroit, donc décaisser tout partout, par exemple à moins 30. Ensuite, on va donc déterminer la deuxième zone où on sera à moins 60. On creuse cette zone-là, on va donc vraiment faire comme ça, ainsi de suite, pour arriver donc à creuser son bassin. Donc la plupart du temps, comme les bassins sont faits sur plusieurs niveaux, c'est quand même beaucoup mieux pour tout ce qui est plantes aquatiques. Et donc comme je disais tout à l'heure, s'il y a quelque chose qui tombe dedans, un animal ou un enfant, vraiment qui puisse se ressortir facilement par rapport à si c'est un bassin qui fait 1,50 m tout partout, ce sera beaucoup plus simple. Donc une fois que le bassin est creusé, on va donc installer le tour du bassin, donc, qui va servir de barrière, barrière capillaire. Et surtout, on va se mettre de niveau tout partout. Donc c'est donc ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est donc ce système-là qu'on va donc installer. On va donc, en fonction de la forme du bassin, installer déjà des piquets tout autour. Donc il y a deux types de piquets, c'est des piquets en résine qui font 38 et 58 cm de long. Ça va dépendre après du type de sol que vous avez. Bon, la plupart du temps, c'est quand même des piquets de 38 cm qu'on installe, parce que dès qu'il y a des cailloux, installer des piquets de 60 cm, c'est un peu compliqué. Donc tout en périphérie du bassin, on installe ces piquets. Et ensuite, on va donc venir installer donc le pondage. Donc il y a deux hauteurs en pondage. La plupart du temps, c'est du 14 cm. C'est le non-géoise, c'est la barrière anticapillaire. Donc on va donc venir le visser tout partout donc, sur ces piquets avec un niveau laser. Comme ça, on aura donc un niveau tout partout identique. Comme ça, lorsqu'on installera ensuite la bâche, ce sera beaucoup plus simple par la suite. Donc une fois que cette barrière est donc installée, on va donc venir installer le feutre géotextile. Donc ça, c'est vraiment très important d'installer ce feutre, surtout quand on est dans des sols un peu caillouteux, où il y a des morceaux de racines qui peuvent dépasser. C'est vraiment super important. Faites pas l'économie du feutre géotextile, parce que si vous ne mettez pas de feutre et que vous mettez une bâche et qu'elle se perce par la suite, l'économie que vous aurez fait du géotextile sera vraiment pas une bonne économie, parce qu'il faudra racheter une autre bâche ou racheter des rustines dessus, ce sera vraiment pas le top. Donc le feutre géotextile, c'est donc du feutre anti-poissonnement à 400 grammes au mètre carré. Donc ça, c'est un feutre imputrescible, donc là vous partez vraiment sur de très nombreuses années. Donc voilà, donc il est là. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le feutre, faites les différentes bandes, vous les faites superposer d'à peu près 20 cm. Par endroit, vous mettez des agrafes pour vraiment éviter que le feutre bouge quand vous allez mettre la bâche, parce que c'est vrai que quand on met la bâche, qu'on la met en place, on va tirer, le feutre peut bouger. Donc si vous arrivez à le caler, notamment autour du bassin avec les agrafes, vous calez bien. Une fois que la bâche est mise en place, vous pourrez retirer les agrafes et couper l'excédent de géotextile. Donc une fois que le feutre géotextile est mis en place, on va donc mettre en place
la fameuse bâche EPDM ou PVC. Mais moi, je vous déconseille franchement la bâche PVC. Parce que je vous dis, la durée de vie de la bâche PVC, c'est à peu près 5 ans. Alors qu'une bâche EPDM, au bout de 20 ans, elle est toujours bien souple. Parce qu'elle ne se dégradera pas aux ultraviolets, contrairement à la bâche PVC. En fait, ça c'est fait par les fabricants de pneus, en gros. C'est de la chambre à air. Donc ça reste très souple. Donc c'est vrai que quand on va mettre la bâche, il y a pas mal de plis qui va se... C'est inévitable qu'il y ait des plis. Donc moi, ce que je conseille, c'est au fur et à mesure que vous allez remplir le bassin, et au fur et à mesure que le bassin se remplit, vous tirez la bâche. Vous faites tout le tour, il faut tirer la bâche. Comme ça, la bâche s'applique vraiment le mieux possible contre les parois du bassin. Et ça évite vraiment un maximum les plis. Bon, il y en aura forcément, mais si vous tirez au fur et à mesure, parce que l'idéal, c'est de le faire une journée où il fait soleil. Comme ça, elle devient vraiment super souple. Et quand vous tirez au fur et à mesure, vous la plaquez au maximum, et vous aurez vraiment... je ne vais pas dire qu'il n'y aura pas de plis, mais il y en aura beaucoup moins. Oui, c'est inévitable. Après, si on ne veut pas de plis, c'est de la résine, il y a d'autres matériaux, mais c'est pas le même prix, comme je vous disais tout à l'heure. Puis après, les plis, après, ça va vite se masquer. Après, il y a un film bactérien qui va se mettre dessus, un petit peu de vase, un petit peu d'algues, tout ça. Donc la bâche, on va voir que c'est une bâche les premières semaines, mais au bout d'un mois ou deux, quand il y a tous les petits dépôts, les petites algues qui se développent, il y aura plus on ne les verra plus. Donc une fois que la bâche est mise, on va donc descendre dans le bassin, poser la pompe, installer les systèmes de passe-parois par exemple, on va installer les tuyaux, on va installer tout le matériel vraiment qui doit aller dans le bassin avant de procéder au remplissage du bassin. Et donc avant également de remplir, on va donc également installer tout ce qui est plantes aquatiques. Donc les plantes aquatiques, ce qu'il faut faire, donc pour tout ce qui est plantes aquatiques, on va donc les mettre dans des paniers de plantation remplis de pouzzolane. Moi, je suis contre le terreau aquatique, c'est pas l'idéal. Moi, je préfère vraiment planter uniquement en pouzzolane. L'inconvénient de la pouzzolane, elle est assez poussiéreuse, elle peut être sale. Donc, avant de remplir, une fois que vos paniers sont remplis, avant de les immerger, vous arrosez abondamment pour vraiment que toutes les petites impuretés qu'il y a dans la pouzzolane s'évacuent. Donc c'est pareil tout à l'heure pour la lagune, je ne vais pas préciser. Avant de mettre la pouzzolane dans la lagune, la pouzzolane ou les galets, on essaye de les nettoyer au maximum. Donc quand on est sur des gros volumes de pouzzolane, on peut le faire par exemple avec une bétonnière pour vraiment retirer un maximum d'impuretés. Parce que si vous ne retirez pas les impuretés, quand vous allez remplir votre bassin, l'eau elle va être toute rouge et ça va mettre un moment avant de s'éclaircir. Donc on nettoie au maximum ces différents matériaux de filtration avant de les immerger. Et donc, une fois que tout est installé, les pompes sont installées, les plantes sont installées, on va donc procéder au remplissage du bassin. Donc, pour vous, quelle eau utiliser pour remplir votre bassin? Il y a trois possibilités au niveau de l'eau. Et donc, soit de l'eau de récupération de toit, soit l'eau d'un puits, donc de la nappe ou d'un puits, d'une citerne, soit l'eau du robinet. Donc pour vous, quelle est la meilleure eau à utiliser pour remplir un bassin, notamment pour faire un premier remplissage? D'autres Si on a Notre forage. L'eau de forage? Voilà, c'est l'eau du réseau, impératif. Surtout pour un premier remplissage, parce que l'eau de toit, on va porter tout ce qui est impureté un peu, qui peut y avoir un peu de mousse sur le toit, tout. Donc elle n'est pas minérale en plus, elle n'est pas minérale, donc elle est acide. Donc si on remplit avec de l'eau de récupération des toits, on aura un déséquilibre au niveau de l'eau, donc on va déjà partir sur des mauvaises bases et on aura du mal à équilibrer le bassin. En fait, nous, on conseille vraiment l'eau de ville pour remplir le bassin. Après, on peut comprendre qu'effectivement, avec les récupérateurs d'eau, notamment avec l'optique que l'eau devient très précieuse en ce moment, il y a beaucoup de clients qui veulent mettre l'eau de pluie. Ça, On peut faire des petits compléments. Ils peuvent, mais il faut leur expliquer que l'eau de pluie n'est pas traitée, donc elle est très impure, et notamment les paramètres ne sont pas bons. Donc à ce moment-là, avant de remplir votre bassin avec l'eau de pluie, il faut déjà la tester. Et si les paramètres ne sont pas bons, faudra rééquilibrer justement ces paramètres. C'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de passer directement par l'eau du réseau. Que l'eau de pluie n'est pas du tout minérale parce qu'elle n'a pas traversé les différentes couches de sol. Et donc une eau qui n'est pas minérale va poser beaucoup de problèmes par la suite dans les bassins. On le voit bien en ce moment avec l'hiver qu'on a eu.
il y a tombé beaucoup d'eau. L'eau des bassins s'est un peu lessivée. Donc on a des eaux très peu minérales en ce moment dans les bassins. Et on a beaucoup de mal à les équilibrer parce qu'il n'y a pas de minéralité. Donc pas de minéralité, une eau assez acide, beaucoup de développement d'algues, une eau pas stable du tout. Et c'est très compliqué, même en principe au printemps, on remet des produits, on remet de la minéralité, c'est reparti, le bassin équilibré. Mais vu que ça fait des mois qu'on a de la flotte sans arrêt, on a beaucoup de mal à rééquilibrer ces eaux et donc on est obligé de remettre régulièrement des produits rééquilibrés. Non, mais parce qu'en fait, si on pense piscine, produit, entretien piscine, bleuté, machin, transparent, en fait, pour avoir le côté naturel, on n'est pas trop dans. Enfin, on a beaucoup d'apports quand même. Ça dépend des années. Cette année, c'est exceptionnel d'avoir un temps comme ça. En principe, les apports, on corrige la minéralité au printemps, on met des bactéries et c'est terminé. Ouais, donc moi, en Ferrin, j'ai une cuve de récupération de mon toit qui est enterrée. Et donc j'ai le trop-plein qui part en perdu pour l'instant. Et je voulais prendre le trop-plein pour renvoyer dans le bassin. En petite quantité. Après le bassin peut très bien fonctionner super bien et du jour au lendemain ne plus fonctionner parce que l'eau qui a été ramenée de la récupération des toits. Et avant de tester votre eau, comme ça vous regardez un petit peu les paramètres, notamment en termes de pH et de KH, voir si l'eau est pas mal. Si vous voyez que pour la bandelette par exemple, l'eau est quand même bien stabilisée avec le bon apport en minéral, à ce moment-là, pourquoi pas. Mais ça reste un risque justement sur la stabilité de votre bassin pour plus tard. Et souvent le problème des personnes veulent pas payer de l'eau du robinet, donc ils veulent mettre soit du puits, soit de l'eau de récupération des toits. Donc ils vont mettre l'eau dedans, ça sûr, ça va faire une économie. Par contre, ils vont mettre beaucoup plus de produits pour équilibrer. Donc à l'arrivée, il n'y a pas d'économie parce qu'on met des produits pour rééquilibrer l'eau qu'on a utilisée. Donc il vaut mieux prendre l'eau du réseau, elle est traitée, on sait tout ce qu'il y a dedans, il n'y a pas de nitrate, il n'y a rien. Même s'il y a un petit peu de chlore au bout de quelques heures, le chlore s'évapore. Mais au moins, elle est minérale, on est à peu près sûr de ce qu'il y a dedans parce que ils ont utilisé l'eau de la nappe. Ils avaient beaucoup de problèmes, notamment au niveau des poissons, au niveau des algues, c'était une catastrophe. C'était plutôt côté plaine. Et ils ont mis pour des fortunes de produits dedans. À chaque fois, ils me disaient non, on a mis de l'eau du robinet, il n'y a pas de problème. Donc moi, je ne comprenais pas parce qu'il y avait beaucoup de nitrates, beaucoup de problèmes. Et au bout d'un moment, ils m'ont dit, faut qu'on vous dise, en fait, c'était pas de l'eau du réseau, c'était de l'eau de la nappe. Et ils mettaient de l'eau qui était pleine de nitrates. Et donc le nitrate, c'est mortel pour les poissons à haute dose. Et ils ont perdu beaucoup de poissons, ils ont eu vraiment que des problèmes, beaucoup d'algues, tout. Et l'économie qu'ils ont faite par rapport au remplissage à l'eau du robinet, ils ont dépensé beaucoup plus pour mettre des produits pour réussir à rééquilibrer. Et ils me l'auraient dit dès le début qu'ils avaient mis de l'eau de la nappe, on aurait procédé différemment. Mais à chaque fois, ils me disaient non, c'est de l'eau du robinet, il n'y a pas de problème. Ils ont mis pour des fortunes de produits, donc il n'y a pas vraiment d'économie dedans. Et après, tous les produits qu'on utilise par rapport au bassin, c'est tous des produits compatibles faune et flore, donc il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de problème par rapport à... À la limite, oui, faire. En petit complément, pourquoi pas. Mais pour remplir vraiment au début, il vaut mieux partir vraiment sur l'eau du réseau. Les eaux souvent qui sont captées en profondeur, le gros problème c'est la température. C'est très froid. Très froide. 10-12 degrés au fond du puits. Ça pour les poissons, c'est pas bon non plus les écarts de température. Les poissons stressent assez facilement et un poisson qui est stressé va développer beaucoup plus de maladies qu'après. Et on le voit notamment au printemps, lorsqu'on a des températures qui font un peu le yo-yo au printemps. Les poissons développent pas mal de maladies, notamment les viroses printanières, comme on appelle. C'est dû aux écarts de température. Parce qu'un jour, il va faire 25 degrés, le lendemain, il fait 10, et l'eau n'arrête pas de changer de température, et c'est très mauvais pour les poissons. D'où l'intérêt d'avoir un certain volume d'eau, parce que si c'est un bassin de 200 litres ou un bassin de 50 mètres cubes, l'eau va varier de la même manière. Et donc à l'arrivée, on aura donc le bassin qui est terminé, on branche la filtration et donc tout va fonctionner du mieux possible. Bon, après, c'est vrai que la première année, ça peut être un petit peu compliqué pour avoir un équilibre, mais plus on avance dans le temps, plus l'équilibre se fait et c'est vraiment l'idéal. Donc en mettant des tas de produits où il y a des gens qui veulent absolument vider leur bassin tous les ans, nettoyer,
Ça, c'est vraiment la pire des choses à faire. On ne vide jamais un bassin, ou alors au bout de 20 ans, parce que l'équilibre, il faut 1 ou 2 ans pour le faire, et si on casse l'équilibre tous les ans, ben, on n'aura jamais un bassin équilibré, et ce sera compliqué au niveau des algues, au niveau du développement des plantes, des poissons. Le bassin, on le laisse tranquille. On met un petit complément de produit éventuellement de temps en temps s'il y a des problèmes. Mais le plus important à mettre dans les bassins, c'est des bactéries. Et les bactéries vont donc jouer leur rôle au niveau de dégradation de tout ce qui est végétaux, excréments de poissons, tout ça, les bactéries. Elles se débrouillent toutes seules. Elles se développent dans le filtre, elles se développent partout. Et il y a un équilibre qui se fait et ça se développe tout seul. L'erreur qu'on fait souvent aussi quand on débute, c'est de vouloir absolument nettoyer les bâches tous les ans. C'est ça, mais il y a des clients qui veulent absolument... Comme les mousses dans les filtres. Mousse dans les filtres, il faut... Qui veulent nettoyer les mousses. Alors en soi ça se nettoie, mais généralement c'est une mousse sur 2. Parce que si on nettoie toutes les mousses du filtre, bah, en fait vos bactéries... on casse meurent, l'équilibre. Et après vous en avez plus et il faut refaire un rééquilibrage bactérien qui met plus de temps. Donc généralement si vous nettoyez des mousses, c'est une mousse sur 2. Et on nettoie surtout pas à ouvrir le filtre et prendre le tuyau d'arrosage et nettoyer à grande eau. On nettoie avec de l'eau du bassin. Si on nettoie de l'eau du robinet, ben on va... Les mousses, les ouais. mousses dans les filtres. Si on nettoie à grande eau, déjà il y a le chlore de l'eau qui va tuer les bactéries. Et après, une fois que les mousses sont nickel, ben les bactéries qui restent, elles n'ont plus rien à manger. Donc on laisse toujours un peu de nourriture pour les bactéries dans le filtre. C'est pour ça que vous aviez des systèmes de filtres à pression. Oui, alors là on Comme l'a tu as là-bas. pas. C'est des filtres compressés, mais on va éviter de trop le presser pour qu'il reste de la nourriture dedans. Mais le jus, enfin, Oui. on peut arroser ses plantes. Ah ben au contraire, c'est super. Ça, Il y en a beaucoup qui l'utilisent justement, que ce soit pour le compost ou pour justement l'engrais. C'est un très bon engrais, donc il n'y a pas de souci pour ça. Il y a sur tous les filtres, il y a une vanne en fait de vidange qui est disponible et donc du coup elle peut être utilisée justement pour vos plantes dans votre jardin. et c'est un engrais. Donc les pompes à bassin, donc là c'est vraiment la base de la filtration, la base de tout. Donc les pompes pour la filtration, on pourra utiliser les pompes de 2 manières, donc soit en fosse sèche, donc à côté du bassin, donc on peut par exemple aspirer par bonde de fond. Donc ça c'est vrai que au niveau esthétique c'est plus joli parce qu'il n'y a rien du tout. Donc ça peut être une solution, bon c'est pas forcément la solution la plus utilisée. Soit on les utilise directement dans l'eau. Donc la pompe est donc dans l'eau, elle peut être liée à un skimmer, donc le skimmer c'est donc un aspirateur de surface. Ça pour moi c'est un complément indispensable à la filtration et au pompage. Ça permet de capter tout ce qui est en surface, notamment à l'automne, toutes les feuilles vont se retrouver captées dans un petit panier. Ça évitera que les feuilles descendent, se décomposer dans le fond du bassin. Également, quand vous allez donner à manger à vos poissons, l'excédent de nourriture va passer dans le skimmer. Il y a un panier, soit donc, les feuilles elles sont dedans, vous videz le panier, soit les plus petites particules vont se retrouver aspirées, elles vont passer dans la pompe, elles vont donc se retrouver broyées par les pales du rotor, de l'hélice, et ensuite remonter dans la filtration. L'eau est filtrée ici. Donc là, c'est donc un système tout simple. Donc l'eau est filtrée, elle retourne dans le bassin. Ou alors ensuite, on peut donc compléter, comme on disait tout à l'heure, dans une lagune. Le système de filtration est à l'extérieur ou c'est juste parce que c'est une coupe? Il est à l'extérieur. Les filtrations sont toujours à l'extérieur. Il existe certains systèmes de filtration, notamment sur des petits bassins, où c'est des pompes avec un morceau de mousse, un ultraviolet. Mais l'inconvénient de ces systèmes-là, c'est que lorsqu'il faut les nettoyer, il faut tout sortir du bassin, tout nettoyer, tout remettre. Donc c'est vraiment pour des petits bassins préformés. À partir du moment qu'on est sur du gros bassin, c'est toujours des filtrations externes. On a soit un cube plus ou moins gros suivant le volume du bassin qu'on va essayer de noyer dans la végétation, où on peut faire monter des pierres autour. On arrive à pas trop mal les camoufler, ou alors on a les systèmes de filtration sous pression comme il y a là-bas, que je vous montrerai après, qu'on peut complètement enterrer. Parce que l'idée c'est que ça soit quand même accessible. Oui, dans les deux cas, il faut trouver un système où les mettre à un endroit accessible. C'est comme le skimmer. Le skimmer, il faut qu'il soit assez proche de la berge. Il y a plusieurs techniques qui sont utilisées. Après, ça va être de la magouille, hein, mais il y a plusieurs techniques, notamment pour une pompe ou un skimmer. C'est de mettre en fait une corde plus ou moins épaisse que vous pouvez justement avoir accès, par exemple, au bord du bassin. Et puis après, il suffit de tirer la corde pour justement avoir accès à la pompe. Parce que vous ne pouvez pas tirer sur le tuyau. Le skimmer, j'en ai amené un ici. Oui, ça se présente comme ça, donc on peut le régler.
en fonction de la hauteur du bassin. On peut même le recouper. S'il y a un endroit où vous voulez le mettre, il y a 30 cm d'eau, on peut le recouper pour qu'il n'y ait que 30 cm de skimmer. Donc c'est vrai que l'idéal, c'est vraiment de le mettre proche de la berge, parce qu'ici, il y a donc un panier qu'on va donc vider. Donc c'est vrai que s'il est proche de la berge, c'est quand même beaucoup plus simple pour vous. Si c'est possible aussi, le mettre face au vent dominant. Comme ça, le vent va tout ramener dans le skimmer. Et donc le skimmer est donc branché, donc relié à la pompe. Et donc il est donc aspiré. Ouais. Il existe des systèmes également de skimmer haute, donc un peu plus autonome, il y a une pompe dedans, il y a tout. Mais dans l'ensemble, c'est quand même celui-ci qui est le plus utilisé. C'est lesté. Ça, c'est pour mettre des cailloux à la base pour le lester. Ici, il y a donc une partie qu'on va donc voir lester avec des cailloux pour vraiment le plaquer au sol. Mais ça, c'est vraiment un bon complément au niveau des filtrations. Ça évite vraiment qu'il y ait des feuilles ou des fonds du bassin à se décomposer. Et puis surtout que du coup, là, tu n'aspires pas la vase comme on fait tous avec la pompe au Voilà, et donc l'avantage également avec ce système, c'est qu'on aura donc l'eau qui va bouger en profondeur, parce que en gros, il y a moitié de l'eau qui va être aspirée ici, moitié de l'eau qui va être aspirée au fond. Donc on a donc l'eau qui bouge en surface, l'eau qui bouge en fond, et elle revient ici. Donc on essaye vraiment de répartir au mieux sur la surface du bassin. Et donc du coup, on a vraiment le bassin qui bouge le plus possible. Et on évite vraiment, comme je disais tout à l'heure, les zones mortes, parce que ça, c'est une catastrophe pour l'équilibre du bassin. On essaye vraiment que l'eau elle bouge tout partout dans le bassin et ne pas avoir de zone morte. Et avec un bassin comme nous on a fait à 2 niveaux, donc nous on a pompé en bas pour remonter en haut. Oui. Le fait qu'il y ait un circuit d'eau suffit à ce qu'on mette rien dans le bassin du haut. Oui. Ça dépend après les configurations également. Hein. Mais des fois, quand c'est vraiment des bassins sur deux niveaux, il y a vraiment des grosses différences. Des fois, on met une petite pompe dans le bassin du dessus pour que ça bouge un petit peu. Ouais. Ou alors un aérateur pour un petit peu, ouais, c'est mieux. Ouais. Moi, j'ai déjà vu deux gros bassins superposés. On a quand même mis une filtration dans chaque bassin parce que les bassins étaient assez volumineux. Et après, une pompe pour faire le mouvement entre les deux bassins. Mais après, c'est vraiment du cas par cas. Des fois, juste une petite pompe ou un aérateur peuvent suffire. Du coup, si on fait l'erreur de ne pas mettre, pas bien anticiper et de ne pas mettre ça, par exemple, chez un client, on peut revenir après pour faire un Tout à fait. Ouais, ça peut se remodifier, bien sûr. Hein. en voyant que c'est vite très sale. Après, ça peut être modifié, bien sûr. Ouais. Vraiment d'entrée. C'est vrai que le mieux, oui, c'est de le faire bien dès le début. Donc au niveau des pompes, il y a donc des pompes qui sont plus spécifiques pour la filtration ou pour faire des ruisseaux. Ce sont ce type de pompes. Donc là, on va avoir des pompes qui vont commencer dans à peu près 2-3 000 litres et on peut monter jusqu'à presque 50 mètres cubes heure. Donc ça, on va adapter la pompe en fonction du volume d'eau. Ça, ce sont des pompes qui fonctionnent très bien, qui peuvent fonctionner en eau chargée. Elles peuvent absorber des petites particules. Vous voyez, la grille est quand même assez grosse, donc des particules jusqu'à 8 mm vont passer dedans. Comment 11 ? Donc avant c'était 8. Ça, c'est vraiment de la pompe qui marche vraiment super bien pour tout ce qui est filtration ruisseau. C'est vraiment des pompes qui consomment de moins en moins en plus. Une belle machine. Là. Oui, quand on est sur des pompes déjà 10-15 mètres cubes heure, c'est déjà des pompes qui débitent quand même. Mais on ne pourra pas faire par exemple un jet d'eau avec par exemple. C'est des pompes beaucoup plus spécifiques pour les jets d'eau. Et donc ce qui est recherché de plus en plus, par Oise notamment, c'est au niveau de la consommation d'eau. Donc ce sont des pompes qui consomment de moins en moins. Au niveau consommation électrique, on est vraiment sur des consommations de plus en plus faibles. Et dedans, il y a donc un système qu'on connecte ou qu'on ne connecte pas, qui n'auront pas le même débit en fonction de la température de l'eau. Donc en plein été, la pompe va donner 100%, et à l'automne, si l'eau elle est par exemple à 10 degrés, elle va peut-être fonctionner qu'à 20% de son débit max. Donc ça régule, donc du coup on fait encore plus d'économies au niveau consommation. Et donc par rapport aux pompes, on va toujours mettre le tuyau le plus gros possible que la pompe va accepter. Donc bien souvent c'est du 1,5 pouce ou du 2 pouces. Sur des pompes, par exemple une pompe de 15 mètres cubes, on ne va pas mettre un tuyau d'arrosage par exemple. Parce que la pompe va beaucoup trop souffrir et c'est comme si avec votre voiture vous roulez tout le temps avec le frein à main serré, le moteur ne va pas aimer. C'est 40 ou 50 en principe dans les tailles de... Donc les éléments à bien tenir en compte pour bien choisir sa pompe, notamment pour faire un ruisseau ou une cascade. Donc il faut savoir déjà la largeur de la cascade.
la hauteur, donc le dénivelé par rapport au niveau zéro de l'eau, pas par rapport au fond du bassin, mais par rapport au niveau zéro de l'eau, parce que la pompe va commencer de pousser Vous allez mettre un tuyau d'eau dans l'eau, l'eau va monter naturellement jusqu'au niveau zéro. Donc les pertes, on les calcule toujours par rapport au niveau zéro de l'eau. On va également regarder la longueur de tuyau qui est entre la pompe et le point de départ du ruisseau. Parce s'il y a 5 mètres de tuyau ou il y a 50 mètres de tuyau, ce ne sera pas la même pompe. Et le diamètre du tuyau. Donc ça c'est important, donc comme je vous disais, donc de mettre vraiment le plus gros tuyau. Si la pompe elle accepte, si on a un ajutage comme ça par exemple, où on sait que l'ajutage il peut accepter du 2 pouces, on met du 2 pouces. On ne met surtout pas du 1 pouce, parce que ce sera très mauvais pour la pompe. Vous aurez une pompe qui aura une durée de vie beaucoup plus courte, parce qu'elle va beaucoup plus souffrir. Et donc en gros, lorsqu'on va faire un ruisseau, on va prendre la largeur du ruisseau. Donc si votre ruisseau fait 40 cm de large au départ, on va donc considérer qu'il faut minimum 1,5 litre par centimètre de largeur de cascade. Donc si votre ruisseau fait 40 cm de large, il faudrait une pompe qui débite minimum 60 litres minute par exemple à 1 mètre de haut si votre ruisseau fait 1 mètre de haut. Ça, c'est des petits calculs à faire. Après, c'est un minimum. Si vous voulez mettre 2 litres par centimètre, vous mettez 2 litres sur un petit peu plus de débit. Ça dépend vraiment si votre client veut quelque chose, une eau qui coule vraiment tout doucement ou quelque chose qui booste un petit peu plus. Donc après, on a donc un autre type de pompe. Ce sera donc les pompes pour jet d'eau. Donc là, on sera sur des pompes différentes. Donc on pourra donc adapter dessus un jet d'eau. On aura une crépine beaucoup plus fine pour éviter, là-bas on était sur du 11 mm. Là on est beaucoup plus fin pour éviter que le jet d'eau se bouche. Combien de millimètres là? Celle-là je crois qu'elle est à 5-6. À peine. À peine. C'est pas bien précis. Donc comme je vous disais, on n'utilisera pas les mêmes pompes si on veut faire un ruisseau, une filtration, si on veut faire un jet d'eau, parce que il faut vraiment qu'il n'y ait pas de grosses impuretés qui passent dedans et qui aillent colmater les petits orifices où l'eau va sortir. Donc après, il existe également d'autres pompes. Là, par exemple, là, c'est des pompes pour faire, vous allez alimenter, faire couler un peu d'eau sur une pierre, ou les petits systèmes de bambou, là, d'un japonais, des choses comme ça. Ça, on alimentera avec un autre type de pompe. Mais bon, dans l'ensemble, dans les bassins, vous trouverez soit les pompes comme ça, donc pour ruisseau ou alimenter la filtration, soit une pompe pour un jet d'eau. Après, le jet d'eau, c'est un complément. Après, il y en a qui veulent un bruit d'eau plus important, d'autres qui n'en veulent pas. À savoir que si vous faites un jet d'eau, faites attention par rapport aux plantes, parce que les plantes aiment bien le calme, notamment les nénuphars. Si vous mettez un nénuphar avec un jet d'eau à côté, le nénuphar, dans le meilleur des cas, il ne va pas fleurir. Dans le pire, il faut vraiment un nénuphar, une zone d'eau calme. La plupart des plantes aiment bien de l'eau calme. Donc par rapport aux pertes de charge, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc par rapport aux pompes, on va donc mettre le plus gros tuyau possible. Et donc une fois qu'on a choisi son diamètre de tuyau, on recoupe tout ce qui n'est pas nécessaire. Ça évitera d'avoir des systèmes un peu de tourbillon, de système l'eau elle va tourbillonner, ça va pas être bon et la pompe va refouler, elle ne va pas fonctionner dans les bonnes conditions. Et ça risque vraiment de limiter la durée de vie de la pompe. Donc on garde toujours le plus gros tuyau possible pour éviter. Parce que l'eau elle va rentrer là, elle peut pas aller plus loin, elle va ressortir, ça va faire des systèmes de tourbillon et c'est vraiment très mauvais pour la filtration. Ce qu'on va éviter également, c'est tout ce qui est coude et tout ce qui est réduction. Donc si on est sur du tuyau en diamètre 40, on reste en diamètre 40 tout du long. Évitez de passer du diamètre 40 au diamètre 20 d'un seul coup, parce que pareil, la pompe va refouler, ce sera vraiment très mauvais. Et évitez également tout ce qui est coude. Quand vous mettez par exemple votre tuyau, évitez de faire vraiment des courbes les plus légères possibles, et évitez les angles droits notamment. Du tuyau collé, évitez, plutôt que de mettre un coude à 45, plutôt que de mettre un coude à 90, mettez 2 coudes à 45. Ça va vraiment... l'eau, elle va passer sera beaucoup plus fluide. Et ça, c'est vraiment très important, tout ce qui est perte de charge comme ça, c'est vraiment super important. Donc au niveau de l'entretien des pompes, pas énormément d'entretien, on peut faire un entretien annuel, notamment dans nos régions où il peut y avoir du calcaire qui va se déposer. Donc on a des produits spécial pompe, c'est du pompe clean qui va retirer tout ce qui est calcaire, tout ce qui est débris végétaux. Et le fait de bien entretenir une pompe, on va vraiment
avoir une durée de vie beaucoup plus longue sur la pompe. Donc ça, c'est vraiment très important, une fois par an, de retirer le calcaire et de les sortir un petit coup une fois par an, parce qu'il peut y avoir pas mal de déchets qui se déposent autour. La crépine, donc on les sort une fois par an, on les nettoie. En hiver, on les laisse dans l'eau, ça c'est impératif. On sort surtout pas une pompe et on la met dans l'atelier en attendant l'hiver, parce que les joints de la pompe vont sécher. Et au printemps, quand vous redémarrez la pompe, il y a de grandes chances que la pompe disjoncte, parce que les joints ont séché, ça s'est légèrement craquelé et l'eau va passer par ces petites fissures. On l'arrête, la pompe, et on la laisse dans le fond du bassin. Soit on la laisse, on verra à la fin par rapport à la pompe, mais on laisse toujours une pompe dans de l'eau. Donc quand elles sont en carton, il y a de la graisse, il y a tout ce qu'il faut, donc elles peuvent rester comme ça. Mais à partir du moment qu'elles ont été mises dans l'eau, on les laisse toujours dans de l'eau pour éviter les problèmes de... Voilà, mais il faut toujours la laisser dans un endroit humide. Une fois que vous l'avez nettoyé, on va dire, c'est super important que ce soit le filtre ou la pompe ou même l'UV, de regraisser en fait les joints. Ça permet justement de la durée de vie en fait du joint et que ça évite justement que l'eau pénètre dans le système. Donc une fois que vous l'avez démonté et nettoyé, vous regraissez un petit peu le joint et puis après vous la réinstallez. Moi, c'est la graisse silicone, ça va très bien comme ça. Donc une fois par an, ça. Ça dépend. Ça dépend. Plus 2 fois par an, mais bon après. De quoi au niveau de... Au niveau du nettoyage. Nettoyage, c'est 1 à 2 fois par an. Ça peut se faire au printemps et ça dépend. Ouais. On est quand même dans des régions relativement calcaires, donc il faut faire attention au niveau du calcaire, parce que ça, c'est vraiment l'ennemi des pompes, le calcaire. En fait, le calcaire va se déposer sur le rotor. Le rotor, c'est la partie qui tourne, qui va faire monter l'eau. Le rotor chauffe, donc il y a du calcaire qui se dépose autour du rotor. Et plus il y a de calcaire, plus le rotor souffre pour tourner, et plus la pompe va chauffer et elle peut griller. Donc il faut bien faire attention. Donc un autre point qui est très important dans les bassins, c'est donc la filtration. C'est donc la partie, c'est aussi largement aussi important que la pompe. Donc la pompe, elle est située dans le bassin. Le filtre est situé à côté du bassin. Et donc la pompe va donc pousser l'eau du bassin dans la filtration. Donc la filtration va vous permettre de nettoyer le bassin, de retirer les plus grosses impuretés et d'avoir une eau qui est relativement propre. Donc au niveau du filtre, donc on va déjà choisir son filtre en fonction de plusieurs critères. Déjà, est-ce que c'est un bassin où il y aura des poissons? Est-ce qu'il n'y aura pas de poissons? Ça, c'est vraiment très important. Donc les bassins sans poissons, donc on va donc utiliser un type de filtration. Avec poisson, donc pour les poissons rouges, on pourra aller jusqu'à 1 kg maximum par mètre cube. Donc ça, c'est vraiment des choses à respecter, parce que si vous commencez à mettre 5 poissons rouges, quelques années après, les poissons rouges se reproduisent très très vite. Et donc vous pouvez vous retrouver avec beaucoup plus d'1 kg de poissons par mètre cube. Donc il ne faudra pas hésiter à prendre l'épuisette et à retirer quelques poissons. Par contre, quand on retire des poissons d'un bassin, on ne les remet surtout pas dans la nature. Poissons rouges, carpe-coï, tout ça c'est interdit, strictement interdit de remettre des poissons dans la nature. Et donc pour les carpe-coï, on va dire maximum, vraiment grand maximum 2 kg par mètre cube pour les carpe-coï. Et au-delà, si vraiment on est au-delà, il y a certaines personnes qui vont me dire je veux plus de poissons dans mon bassin, on va faire des filtrations surdimensionnées. C'est possible, mais il faut quand même faire attention, parce qu'au-delà de 2 kg par mètre cube, ça commence à faire du monde quand même dans les bassins. Comme je vous dis, une carpe-coï qui est comme ça, faut pas en mettre de trop non plus. Aussi, ouais, elles vont se limiter. Donc au niveau filtration, donc on peut donc utiliser dans les petits bassins préformés des filtres immergés. Donc là, on a tout dedans. On a donc la pompe, on a la mousse, on a l'ultraviolet, on a tout. Donc l'inconvénient, c'est ça peut se boucher assez facilement. Et quand on veut le nettoyer, donc faut le sortir, il faut tout démonter. Donc moi, c'est vraiment pour du petit préformé de maximum 500 litres. Au-delà, je suis pas fan. Donc après, on a donc les filtres sous pression. Donc là, j'en ai amené un ici. Là, c'est donc le filtre sous pression. L'avantage de ce filtre, c'est qu'on pourra le mettre en dessous du niveau de l'eau. Donc on pourra donc le camoufler assez facilement, il pourra donc être enterré. Donc après, l'inconvénient par rapport à un autre filtre, il a un petit peu moins de masse filtrante, un petit peu moins de support bactérien dedans. Donc voilà, après les deux sont bien. Donc au niveau entretien, donc on a juste à presser ici les mousses. Les mousses vont donc se retrouver compressées au-dessus. On évite de le faire trop souvent pour toujours qu'il y ait un petit peu de nourriture dans le filtre, ça c'est vraiment très important. Il y a donc une position, donc filtration, une position nettoyage.
Donc l'eau va rentrer d'un côté, va ressortir de l'autre, va retourner donc au bassin. Et quand on est en position nettoyage, on tourne la molette et donc l'eau va se retrouver, on va presser les mousses. L'eau sale va se retrouver donc extraite du bassin. Donc là, c'est là à ce moment-là qu'on peut les mettre dans un massif, dans une haie ou la récupérer pour arroser ailleurs. Donc ça, c'est vraiment des filtres qui vont très bien. Déjà parce qu'on peut les enterrer. Par contre, on ne pourra pas faire des très très gros volumes avec ce type de filtre. Ça dépend après, c'est avec ou sans poisson, mais avec poisson, on sera un maximum sur du 15 mètres cubes. C'est déjà du beau bassin, 10-15 mètres cubes. Non. Et donc, il y a donc un ultraviolet qui est intégré ici. Donc, on est vraiment sur un modèle de filtre qui Ça, on le met à l'extérieur du bassin et on peut l'enterrer. Voilà. Contrairement à l'autre filtre qu'on ne peut pas enterrer, qu'il faudra mettre au-dessus du niveau de l'eau. Donc après, on a donc les filtres gravitaires. Et donc ce type de filtre devra être forcément mis au-dessus du niveau de l'eau. On ne pourra pas l'enterrer contrairement au filtre sous pression. Donc là, on a donc la pompe dans le bassin, l'eau est traitée, elle passe en ultraviolet, elle est traitée, elle retourne au bassin. On est sur des systèmes de filtration assez simples. Le système précédent, filtre sous pression, il faut des pompes un peu plus puissantes parce que bon, il faut que l'eau elle soit traitée, qu'elle ressorte. Ça marche avec les bacs, non? Il n'y en a pas un qui met de la pouzzolane, tout ça? Ça dépend après les types de. Il y en a qui fonctionnent avec la. On peut mettre de la pouzzolane pour avoir des supports bactériens. Après, il y a d'autres supports bactériens. Mais on est vraiment là. Autant le filtre sous pression, il y a quelques modèles. On est vraiment sur des filtres assez simples. Dans les filtres gravitaires, on peut avoir vraiment beaucoup de types de filtres suivant si c'est un bassin avec poisson, avec carpe koi, une piscine écologique. On peut avoir des tout petits filtres comme on a le petit ici, comme des filtres qui font 2 fois la table. C'est-à-dire que ce filtre-là, cette taille-là, Oui. l'eau, ça serait pour le même volume. Là, j'ai pris un tout petit modèle. Là, on est pour quelques mètres cubes là, sur le filtre gravitaire. Et celui-là, il est à l'extérieur. Ils sont tous à l'extérieur. Et donc un filtre comme ça, par exemple, le retour au bassin se fait ici. Donc on peut l'enterrer en gros jusque là. Mais moi, je me disais, ça, les filtres qui peuvent facilement s'enterrer et du coup aussi être accessibles, Oui. parce qu'on laisse, on affleure quoi, Oui, l'eau. oui. C'est pour les petits bassins et on passe en gravitaire quand c'est grand. Ça dépend. C'est très. Gravitaire, En fait, un filtre sous pression sera plus cher qu'un filtre gravitaire. Ah. Parce qu'il faut des plus grosses pompes, c'est différent. Par exemple, ça pour un petit bassin préformé de 1000 litres, ça va super bien. Et après, plus on va monter en volume et suivant après ce qu'il y a dans le bassin, c'est des poissons, des piscines, tout ça, on aura des filtres Quand on est sur des gros volumes, on est forcément sur du gravitaire. quasiment. Après, il y a d'autres systèmes de filtration qu'on peut utiliser, qu'on peut enterrer, mais on fonctionnera avec bande de fond, notamment dans les piscines. Mais bon, dans la plupart du temps, dans les terres. Donc après au niveau filtration, donc ce qu'on disait tout à l'heure, on a donc les skimmers. Donc ça c'est vraiment un complément très important et indispensable pour moi dans les bassins. Pour moi, à partir du moment qu'on fait un bassin, il faut forcément mettre un skimmer pour compléter la filtration, pour éviter d'avoir des saloperies qui se déposent au fond. C'est vraiment le complément indispensable à la filtration, le skimmer. Donc il y a donc des skimmers qui sont donc reliés à la pompe, donc comme je vais montrer tout à l'heure, alors des skimmers complètement indépendants avec un moteur qui peut flotter en surface. Donc après ça dépend un petit peu du type de bassin. Autre complément indispensable, on a donc les aérateurs. Donc ça, c'est super important. Donc en été, quand il fait très chaud, on va apporter d'oxygène dans le bassin. Et en hiver, quand il fait très froid, qu'il y a de la glace en surface, on va apporter de l'oxygène sous la glace. Parce que quand il y a de la glace, il n'y a plus d'échange entre l'eau et l'air. Ça fait une barrière. Donc du coup, on se retrouve avec on peut avoir des mauvaises surprises quand ça dégèle et des poissons qui meurent. Donc c'est quelque chose de très important également au niveau des bassins. Autre complément indispensable à la filtration, donc on a donc les systèmes ultraviolets. Système ultraviolet, ça va nous permettre de garder une eau propre. Souvent, quand on regarde un bassin, on voit que l'eau est toute verte. En fait, c'est des microalgues qui sont en suspension. Il y en a tellement, il y en a des milliards. Et donc, du coup, ça fait un aspect vert. Et donc, l'eau, lorsqu'elle est traitée dans cet appareil, donc on a donc une ampoule ultraviolette ici, l'eau, elle passe autour. Et donc, les algues vont se retrouver, c'est ça, ouais, les algues vont se retrouver stérilisées. Donc elles sont stériles, elles ne peuvent plus se reproduire. Donc les algues ne peuvent plus se reproduire, qu'elles se reproduisent en permanence. Elles ne peuvent plus se reproduire et donc du coup on n'a plus ce système d'eau verte. Et on a vraiment une eau vraiment qui est limpide. Et ça va également brûler tout ce qui est bactéries, des agents pathogènes, des maladies de poissons, tout ça. Ça va se retrouver dégradé dans ce système ultraviolet. Donc on dit ultraviolet, c'est égal, on peut parler également de stérilisateur.
On va vraiment stériliser tout ce qui est maladie, tout ce qui est dans les piscines écologiques, tout ce qui est staphylocoque, tout ça, ça peut être stérilisé dans ce système d'ultraviolet. Et ça, si on veut une eau vraiment limpide, une eau propre, on voit le fond du bassin, c'est indispensable. Et donc, par rapport aux ultraviolets, on va donc avoir on va demander une puissance entre 2 et 4 mètres cubes, entre 2 et 4 watts par mètre cube. Donc 2 watts, c'est plutôt les bassins sans poisson, 4 watts, c'est plutôt les bassins avec carpe-coï. Donc il ne faut pas hésiter à vraiment mettre vraiment ce qu'il faut en ultraviolet, parce que si vous ne mettez pas assez, l'ultraviolet n'aura quasiment aucun... On a eu le cas hier avec Morgane, le client a un bassin de 8 mètres cubes, il y avait un ultraviolet de 11 watts, et l'eau était toute verte. Donc forcément, 8 mètres cubes, 11 watts, on n'est pas à minimum 2 watts par mètre cube, donc en plus il y a beaucoup de poissons, donc il lui aurait fallu 6 mètres cubes par 4 watts, il aurait fallu minimum 24 watts, alors que lui il avait 11 watts, donc l'eau était verte. Et donc les lampes ultraviolettes ont une durée de vie entre 8000 et 12 000 heures, donc sur certains systèmes ultraviolets il y a un décompte. Donc du coup, vous savez qu'au bout d'un moment, si l'eau elle est toujours propre et que d'un seul coup, vous voyez qu'elle redevient verte, c'est signe que l'ampoule est morte. Même si l'ampoule claire toujours, les ondes en fait, qui vont stériliser l'eau, elles ont une durée de vie entre 8000 et 12 000 litres heure. Donc si vous voyez l'eau qui redevient toute verte, c'est signe qu'il faut changer les ampoules. Il faut la changer tous les ans, la lampe. En principe, tous les printemps, vous changez l'ampoule, comme ça vous êtes tranquille. C'est intégré dedans. Tous les filtres que je vous ai montrés, l'ampoule est intégrée dedans. Enfin, le système ultraviolet. Ça peut s'acheter à part. Ouais. Si on a, Voilà, le vitron. Alors pas dans tous. Pas dans tous. Après, il y a... Ceux qui sont là, oui. Mais dans les filtres un peu plus conséquents, on fera vraiment sur des gros volumes, il faudra rajouter l'UV en plus. On peut rajouter, puis après les UV, on monte jusqu'à 240 watts. Donc on a vraiment des... Et après, sur certains très gros filtres, on peut mettre par exemple 2 UV pour arriver à traiter bien comme il faut l'eau. Donc l'éclairage, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un complément qui est sympa, moi je trouve, dans les jardins. Il ne faut pas en mettre non plus au large, un petit point lumineux par-ci par-là, dans l'eau ou sous une cascade, tout ça, c'est des compléments qui sont vraiment sympas au niveau des bassins. Vous voyez, vous avez une petite cascade comme ça, vous mettez une lumière en dessous, ça fait une petite ambiance qui est pas désagréable. On a tout en 12 volts. 12 volts? Non, 12. Donc au niveau de l'entretien des bassins, donc, il y a différentes choses à faire. Donc on peut déjà passer un petit coup d'aspirateur. Aspirateur, moi je dirais plutôt extracteur de vase. Parce que pour beaucoup de gens, on aspire, on doit rejeter de l'eau propre dans le bassin. Non, ce n'est pas du tout le cas. On extrait de la vase dans le bassin, on peut s'en servir comme engrais. Mais c'est bien de faire ça un petit coup au printemps ou à l'automne à la chute des feuilles, d'extraire tout ce qui est impureté dans le bassin, qui a pu se déposer dans du bassin. Après, on a donc des traitements, il y a différents types de traitements, il y en a certains qui sont indispensables, comme les bactéries. Et après, en fonction des problèmes, on peut rapporter la minéralité, rapporter différents types de traitements pour équilibrer notamment l'eau. D'où l'intérêt au printemps, vous arrivez au mois de mars-avril, vous faites des petits tests bandelettes. Ça vous donnera l'essentiel de ce qui ne va pas dans votre bassin. Et un peu de minéralité, rapporter différentes choses. Mais bien souvent, c'est la minéralité qu'on va corriger au printemps. On remet des bactéries pour dégrader toutes les impuretés qu'il y a dans le bassin ou dans le filtre. Les bactéries, c'est vraiment le complément indispensable à la filtration. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important de faire. Il ne faut pas non plus mettre des produits sans arrêt, ça ne sert à rien du tout. Il y a vraiment si vraiment il y a un problème bien spécifique ou des problèmes bien spécifiques, on aura d'autres traitements. Mais s'il y a deux choses à faire, c'est la minéralité et les bactéries au printemps. Après, on peut rajouter un petit peu, si on a beaucoup d'orage, on peut remettre un petit peu de minéralité en fonction des tests qu'on aura fait. Mais vraiment, c'est vraiment les deux choses importantes à faire. Et donc, pareil, par rapport au bassin en hiver, donc on va il y a deux écoles, soit on débranche tout, on arrête tout, on laisse le bassin tranquille. Moi, je suis plutôt de cette école de dire on arrête tout, les poissons sont tranquilles, on stoppe tout. Certaines personnes laissent tourner les filtrations. Pour moi, ce n'est pas indispensable. Parce qu'on va prendre de l'eau en profondeur, on la ramène en surface, on la refroidit et on va glacer le volume d'eau du bassin. Donc, ce n'est pas l'idéal. On laisse tout tranquille, l'eau elle reste douce en profondeur. À partir du mois d'octobre-novembre. À partir du moment, en principe, que l'eau elle est à 10 degrés,
À l'automne, les bactéries meurent. Les poissons, vous allez les voir, ils vont se caler au fond, ils vont plus réclamer à manger, ils vont plus rien manger. À ce moment-là, vous coupez tout, les poissons se calent au fond et c'est terminé. Donc la pompe, vous la débranchez, vous la laissez dans l'eau.